Bienvenue pour cette nouvelle journée du Festival des héros du cinéma et de la télévision. Alors, on va démarrer très tôt ce matin, surtout avec une comédienne qui s'appelle Jeanne Savary, qui a un train à prendre et qui est obligée de partir assez rapidement. Et on restera avec Marjorie Frantz en même temps, un petit peu après, comme ça on la laisse parler avant. Et l'idée c'est que j'ai découvert, Jeanne, que tu adorais la région, a priori. Oui. Tu tournes à Paris, mais tu adores la région quand même. J'adore la région quand même, ouais, bien sûr. Je ne vais pas parler de... Mais... Bah si, tu vas devenir voisine presque. Ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai. J'ai craqué pour 7, mais pas pour l'instant, pas pour y travailler, mais si le travail arrive... C'est à cause de vous, les comédiens, que maintenant, avec toutes ces séries, tout le monde achète des appartements, les prix ont gonflé, sont montés. C'est ce qu'ils disent, mais il n'y a pas que les Parisiens, hein. Il y a aussi ouais, les je sais bien, tout le monde bien. Les Sévenol, maintenant tout le monde bien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de comédiens, et depuis qu'il y a la série 7 et a pris un certain envol. Ouais, non, c'est de la faute de la région qui est belle. Ouais. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est pas la faute des Parisiens. Voilà. Bah oui, mais ils cherchent toujours des beaux endroits, et bon, ils ont trouvé, mais c'est trop tard, maintenant on est grillé. On est repéré. Alors, en termes d'actualité, Jeanne, ou bon, on te connaît pour ta série En famille. En famille, depuis 10 ans, en fait les 10 ans là, ouais. J'ai pas Olivier Mag. Non, il devait venir, mais il répète pour une pièce qui va jouer à Avignon, qui s'appelle Bénur, et qui est à mourir de rire. Ah ouais, je me doute, parce qu'il y a toute la bande à Avignon en général. Il n'y a pas les darons cette année à Avignon, mais s'il y a déjà Olivier, il doit y avoir Luc Sanzoni. Je pense bien que Bénur, il doit y être quelque part, non? Oui, bah, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Ils seront forcément là-bas les uns et les autres. Voilà, c'est une troupe, quoi. Et toi, alors, donc en termes d'actualité, la série, vous avez fini la dernière session, et maintenant vous êtes en attente, c'est ça? En fait, on a terminé la dernière session il y a un mois, à peu près. On a travaillé toute l'année pour cette 11e saison. 11 ans déjà. 10 ans, mais 11e saison. Et cette année, on n'est pas programmé en juillet, puisque M6 a produit une autre série. Et nous, on passera en août. Voilà. Vous êtes décalé en août. On est décalé en août, mais on a encore du stock. Donc, à mon avis, on va être programmé une partie de l'hiver aussi. Et voilà, et on a aussi un projet qui vont se faire à la rentrée, deux 52 minutes. Normalement, il y en a 4, mais pour l'instant, on va commencer par 2. Donc, un qui va se passer dans la région parisienne autour d'une histoire d'héritage de ma mère. D'héritage pour des aristos, un sale héritage en fait, une sale affaire. Toujours dans le cadre de la série? Toujours dans le cadre de la série, bien sûr. Oui, c'est toujours les aventures de la famille, quoi. D'accord. Et puis aussi, après, on fera un tournage à La Réunion pendant un mois. Histoire d'amener un petit peu de soleil. Bah c'est bien. Voilà, donc la série ne s'arrête pas, hein, c'est juste décalé un mois, et c'est normal aussi, les choses bougent, on ne peut pas rester 10 ans fixe comme ça dans la même façon de fonctionner, quoi. Et on arrive à avoir une vie en dehors de... Quand on a une série comme ça qui prend beaucoup de temps, est-ce qu'on arrive à faire autre chose? Oui, on arrive à faire autre chose, bien sûr. Après, il y en a qui font plus ou moins de choses, qui sont plus ou moins organisées, mais oui, on arrive à faire d'autres choses quand même. Par exemple du doublage? Par exemple du doublage, c'est vrai que je fais aussi du doublage. J'en fais pas énormément, mais je fais des trucs intéressants. Ouais. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, avec Marjorie, on va parler de doublage, et là on a vraiment le top, la pépite du doublage, on en parlera après. Sur on va dire ta carrière, est-ce que tu as une anecdote particulière sur... par exemple, comment tu es arrivé sur le casting de ta série? Ça s'est passé comment? Facilement, bien le casting de la série En famille. En fait, j'ai eu cette grande chance de ne pas avoir à passer de casting. Parce que je bossais avec la même production que ceux qui avaient fait Caméra Café. Et on avait envie de continuer à travailler ensemble. Et voilà. Et comme pour Caméra Café, je n'ai pas passé de casting. Et parce que j'avais déjà bossé avec eux sur d'autres projets et qu'on avait envie de travailler ensemble. Donc je fais partie des privilégiés qui... Et rare, parce que c'est vrai que souvent même les gens qui tournent sont obligés de repasser des castings à chaque fois. Ouais. Donc toi tu es passé directement par la case embauche. Je suis passé directement par la case embauche pour tout ça. Après pour Nestor Burma, j'avais passé un casting. Ça a été beaucoup plus compliqué, j'avais rendez-vous à 10 h le matin, j'ai pas réussi à y aller avant 21 h le soir, parce que j'avais beaucoup de soucis, je me suis pas réveillée, et 21 h pas réveillée, ça fait quand même tard. Ouais, et que je suis arrivée, que je ne savais pas mon texte, j'avais pas eu le temps de l'apprendre, mais ils m'ont mis quand même dans une pièce pendant une demi-heure, j'ai fait le truc, et puis je pense que, je sais pas, pourtant il y avait plein de gens pour ça, des filles formidables,
C'était la deuxième fois que j'y retournais, parce qu'en fait les castings se font en plusieurs fois. Oui, le fameux Donc code. la première fois j'y suis allée, j'ai fait waouh, je ne serai jamais prise, c'est pas possible. Tout Oui, parce que ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que quand on passe pas un casting, on te prend. Non, on fait une série de castings, ce qu'ils appellent les callbacks derrière. C'est-à-dire, en fait, c'est comme par élimination, il en reste de moins en moins. C'est ça, exactement. Et quand ils m'ont demandé de revenir la deuxième fois, j'ai dit ça sert à rien. De toute façon, ça ne marchera pas. Et puis je pense qu'il y a un truc à un moment donné, s'il faut que ça se fasse, ça se fait, quoi. Par n'importe quel moyen. Mais ce qui fait que c'est moi qui ai été prise, et franchement, je me suis dit, waouh, alors là, c'est vraiment la force du destin. Et est-ce qu'une anecdote ou un souvenir sur, justement, en famille, quelque chose qu'on n'a pas vu et que les gens ne savent pas qui peut être marrant à raconter? Est-ce que tu as une anecdote particulière? Alors, j'en ai une particulière. Tu vois que ça vient pas trouver quelque chose. C'est qu'à un moment donné, on tournait, et je tourne avec un gros chien. Et donc, je vais balader le chien avec une grande laisse. Et puis, le truc, c'était que, justement, je m'emmêle un peu les pinceaux dans l'appartement avec le chien qui tourne autour. Et puis, j'avais chaud, il fallait que j'enlève mon haut et tout ça. Puis, en fait, c'est pas le haut qui s'est enlevé. Mais comme j'avais les yeux, que je voyais rien, je dis donc, il fait frais d'un coup. Et en fait, c'est tout le bas qui était parti. Je me suis retrouvée les fesses à l'air devant toute l'équipe. Évidemment, j'ai exigé que tout soit détruit. Que toutes les images soient détruites. Pas vraiment, parce que vous allez voir sur Internet. Non. Les images. Non, je ne le savais pas, sinon on aurait... Non. Je pense pas qu'ils détruisent ce genre d'image. Ils m'ont certifié sur l'honneur. Alors maintenant, j'en sais rien. On voit sur l'honneur, dans ces milieux-là, je pense qu'un jour tu seras convoqué dans une émission, tu sortiras ce que Mais le truc qui était marrant, c'est qu'il y a eu un moment suspendu où le temps que je me rends compte, je me suis dit, c'est bizarre, il y a des petits courants d'air frais. Et toute l'équipe s'est tue. C'est-à-dire qu'il y a le moment En même temps, je sais pas si j'étais choquée. C'est dit. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on lui dit quelque chose ou elle va avoir la honte. Merde, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un peut lui remonter tout doucement son pantalon. C'est un truc de jogging, donc ça tient pas en fait. C'est ça. À cause du chien en fait. Voilà. Et c'est tout à cause de Pupus. Pupus s'appelait Pupus? Oui, il s'appelle Pupus. Et tout petit alors? Non, il est costaud évidemment. C'est un mastif. Celui de la Rosa, comme celui de la Rosa qui nous a amené à Colombo là. Oh là là. Mais la Rosa il est tout petit, c'est pas un mastif. C'est un mastif, c'est comme ça. Ah oui d'accord, oui tu m'étonnes. Ah oui, ça passe, ça emporte tout sur son passage. Bah écoute, au moins c'est une anecdote... Oui, qui marque, je dois dire. C'est sûr, et dans ce cas-là, on se sent seul. 10 ans de psychanalyse derrière pour continuer, bon c'est bien. Ils sont obligés de te garder, du coup ils sont obligés de te garder. Ils sont obligés de me garder pour s'excuser, parce que c'est accident du travail. Absolument. Et on va passer au doublage. En termes de doublage, il y a qui par exemple tu as doublé? Parce que souvent des femmes qu'on utilise pour des voix d'enfants. J'étais étonné parce qu'il y a Hélène Guizot par exemple qui vient régulièrement, fait souvent des jeunes enfants. C'est vrai que souvent les enfants sont Ça dépend de l'emploi. Moi, je n'ai pas cet emploi-là. Ouais. Déjà plus voilà. Hélène a fait plus la petite. Mais voilà, il y en a qui ont. Moi, non, j'ai pas fait. J'ai eu la chance de faire Helena Bonham Carter dans Big Fish, dans Le Discours d'un roi, dans un autre, je ne me rappelle plus. Comment elle s'appelle, Léna Denham? Non, c'est pas Léna Denham, c'est celle qui joue en 99. C'est compliqué de parler avec moi parce que j'ai des trous dans la raquette, il y a des trucs que j'oublie. Le principal, c'est que j'ai fait le doublage, mais dans ce cas-là... Et puis qui d'autre? Ah oui, j'avais fait aussi Wallace et Gromit. Alors c'était un dessin animé, donc c'était marrant parce que c'était la carotte géante. C'était assez rigolo à faire parce que c'était le concours de légumes. Et moi, je faisais la directrice du concours de légumes. D'accord. Je te vois bien en carotte. Alors, si vous regardez le concours de grosses légumes, voilà une belle. Vous avez une grosse légume qui est venue nous voir ce matin et qui a une anecdote intéressante. On essaiera quand même de voir. J'appellerai la production pour savoir s'il n'y a pas les idées. Non, je plaisante, je ne vais pas le faire. Écoute, on te remercie, Jeanne, parce qu'il va falloir que tu repartes. Ouais, c'était un grand plaisir, merci. Et puis on t'attend avec Olivier l'année prochaine. Et puis on va regarder avec attention vos futures séries. Là. Oui, parce que c'est super bien là, ce qu'on. Nous, on a eu l'occasion de voir une projection et franchement, c'était vraiment de la super bonne qualité. Tout le monde a mis tout son cœur. Ah bah c'est bien. En tout cas, son imagination. Bonne continuation et puis on te verra maintenant comme voisine ici à 7. Venir. Tu vas finir par en plus te faire embaucher dans cette série. Ils vont pas te étant à côté. Quand ils vont te voir passer, ils vont te faire. On l'a vu, ils vont t'embaucher. Merci Jeanne. Merci beaucoup. Et on se verra sur des festivals, mais en tout cas l'année prochaine, rendez-vous. On essaiera de trouver un épisode, quelque chose
qui soit inédit pour le passer dans le Ouais, cadre du carrément. festival, comme Ouais, j'ai fait ouais. pour Tandem cette année-là. Exactement, Ouais, j'ai ça vu va la être bien. programmation du festival et franchement extraordinaire. Après, Des films quasiment inédits. pratiquement tout. Et En télé, toute tout cette est année. inédit et en cinéma, les 3/4, oui. Ah non, mais franchement, Donc, bravo. on a pas mal Ça vaut le d'équipes. coup, il faut venir au festival. Hein. Oui, pour ceux qui nous regardent, c'est vrai que Il faut venir au festival, c'est franchement, il y a une c'est à Agde, super c'est au Cap programmation. d'Agde, c'est une belle station, donc on vous engage à venir. Et alors je ne sais pas encore l'année prochaine si on va peut-être passer en septembre. Je ne sais pas, peut-être en septembre c'est mieux parce qu'il y a beaucoup de tournages en juin, mais on verra. En passant, on vous préviendra, il n'y a pas de souci. Voilà, elles se font la bise, elles sont très copines, toutes les deux. Et on passe maintenant à Marjorie. Et bonjour. Et Marjorie, donc nouvelle venue, tu n'es jamais venue par contre. Non, c'est la première fois, mais quel plaisir. Mais le nom est connu ici, puisqu'on a eu la chance, nous, d'avoir un grand monsieur là, du cinéma et que j'adorais, qui est Jacques France, qu'on a vu dans beaucoup de films, Qui est mon dans papa. beaucoup de séries. Et Jacques, il avait aussi une spécialité, je me souviens. Il a une spécialité, c'était le doublage. Et donc, Oui. naturellement, il t'a transmis ce... Alors pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il m'a interdit de faire du doublage parce que quand j'étais jeune, il m'a dit tu vas d'abord faire du théâtre. Parce que pour faire du doublage, il faut être comédien. Il ne suffit pas d'avoir une voix. Et donc il m'a interdit l'accès au studio. Ça c'est important parce qu'en fait c'est ça. C'est pas parce qu'on double pas du tout, une comédienne en français. Parce Ah qu'il est non, on le est jouer. obligé de comprendre ce qu'ils ont fait et de jouer la même chose qu'eux. Et donc il fallait passer par la case école et par la case scène, puisque c'est quand même là qu'on apprend le plus. Et donc c'est pas du tout lui qui m'a fait rentrer là-dedans. Et c'est le hasard, j'ai joué sur un spectacle et un directeur artistique de doublage m'a demandé de venir. Et mon premier enregistrement, c'était sur Julia Roberts. Ah, quand même. Quand même. Et derrière, ça s'est enchaîné. J'ai eu beaucoup de chance, puisque je fais des très très belles comédiennes. Et puis en plus, ce que j'adore dans mon métier, c'est que je peux être le matin une avocate, l'après-midi un alien, et le soir une vampe. En fait, la voix permet de jouer beaucoup plus de choses que le physique qui nous met forcément dans un emploi particulier. Est-ce que c'est plus confortable en fait de ne faire que la voix et de se dire après tout? Moi, j'adore ça. Voilà, parce qu'en fait on s'expose qu'à moitié. C'est la Exactement. voix qui travaille et en même temps. Ça... Exactement. On fait son métier, mais on n'est pas limité. Je pourrais jamais faire une petite nonne parce que j'ai pas le physique d'une petite nonne, ou alors que je peux le faire avec la voix. Donc ça donne accès à beaucoup plus de rôles en fait. Et c'est pour ça que ça te permet aussi de doubler beaucoup de personnes, Bien pas sûr. seulement qu'une. Parce qu'on se dit bon, il y a une voix, c'est un tel. Ah non, bien sûr. Ça peut aussi... Bien sûr, et moi, ça me fait plaisir de voir des gens qui ne se rendent pas compte que parfois je me réponds dans un même film. Parce que c'est deux comédiennes que je fais depuis longtemps, et parfois on est obligé de me prendre sur les deux rôles. On enregistre des jours séparément pour pas que ce soit trop confusionnant, et les gens ne se rendent pas compte. Oui, effectivement, et ce qui est important, c'est que quand on a l'habitude d'avoir une voix sur un personnage, c'est choquant d'en avoir. Oui. Ça m'est arrivé d'avoir des gens, tiens, je sais pas, moi si je vois, l'exemple de Mel Gibson, c'était ton papa, mais s'il avait été doublé par quelqu'un d'autre, Ça fait bizarre. c'est pas le même, quoi. C'est Ouais, pas c'est Mel ça. Gibson. C'est ça. Ça veut dire que vous identifiez vraiment un personnage, vous lui donnez une vraie nature, comme Colombo. J'ai pensé Bien sûr, oui. Les gens s'habituent. En fait, c'est très important d'écouter de la VO, parce qu'un comédien, c'est un corps et une voix. Et il se trouve qu'il y a des gens qui préfèrent la VF, tant mieux pour nous. Et nous, notre boulot, notre job, c'est d'essayer de comprendre et de rentrer au plus près de ce qu'ils font pour les servir. Il ne s'agit pas de passer devant. On n'est pas là pour tirer la couverture, comme on dit. On est là, au contraire, pour essayer d'être au plus proche de ce qu'ils ont fait, de se faire oublier, afin que le téléspectateur oublie que c'est un comédien américain ou une comédienne américaine et que ce soit naturel. Alors, est-ce que tu peux me citer quelques noms d'actrices américaines, Oh là là. étrangères? Voilà, mais quelques-unes, parce que comme ça, on verra le niveau de Vous doublage. m'avez entendu dans Desperate Housewives. Quel personnage? Comment s'appelait-elle? La comédienne s'appelait Drea Matteo. Elle était dans la saison 5, 6, je sais plus. Tout ça se mélange. Vous m'avez entendu dans $1 Million Baby, un film de Clint Eastwood. Magnifique. C'est toi qui fais la voix, d'accord. Ouais. Voilà, c'est pareil, moi si je revois le film, si c'est pas cette voix-là, je vais trouver ça bizarre. Là, j'ai plusieurs séries qui passent en ce moment sur Netflix. Il y a Borgen, qui est une série magnifique. Borgen, oui, absolument. Ouais.
Il y a Gentleman Jack, en ce moment, une série anglaise ravissante. J'en ai tellement. Et parmi les comédiennes connues, bon, on parlait tout à l'heure, tu me disais, tu as commencé par Julia Roberts. Oui. Ensuite, il y a j'ai fait longtemps Cameron Diaz. Cameron Diaz, ouais. Et je peux vous dire que quand on fait Charlie's Angels et Drôle de Dame, quand je jouais petite à Drôle de Dame et qu'un jour je suis payée pour dire bonjour Charlie, ça fait un drôle d'effet. Mais Cameron Diaz, Catherine Zeta-Jones, Hilary Swank, des dessins animés, enfin beaucoup. Donc en fait, c'est pour toi, Toni Collette, magnifique. C'est une vraie carrière et un vrai métier. Ça laisse pas complètement. Ça laisse pas beaucoup d'espace pour faire autre chose, sauf que voilà. C'est ça. Si. Donc là, j'ai écrit une série pour la télé qui sont des petits qui s'appellent Déchaînés, avec tous les accents que vous pouvez voir sur YouTube, qui sont des personnages de l'histoire, personnages féminins, qui se rencontrent. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc va s'engueuler avec Simone Veil, Cléopâtre va faire une partie de cartes avec Janis Joplin. Voilà, et en fait, on fait les enduits comme ça pendant 3 minutes pour arriver à un fait historique réel. Vous êtes deux, hein, ouais. D'accord. C'est pas toi avec qui fais avec Emmanuel Rivière, Elisabeth d'Angleterre, qui danse avec Joséphine Baker. Enfin bon, bref. On fait des mélanges comme ça qui sont très rigolos. Les périodes et les générations pour avoir des personnages, des rencontres improbables, quoi. Exactement. Qu'est-ce qui se serait passé si c'était Exactement. Et de quoi elles auraient parlé, bien sûr. Ouais. Ça dure 3 minutes, on fait les andouilles et on termine juste en disant réfléchissez, c'est vrai. Voilà. Et puis, parallèlement à ça, je suis très très contente parce que j'ai écrit une pièce sur la suite des Liaisons dangereuses. Liaisons dangereuses, Valmont, Merteuil, qui se retrouvent 15 ans après. Et cette pièce va être jouée au Lucernaire cet hiver, au théâtre du Lucernaire à Paris, à Montparnasse. Et c'est la première pièce que j'écris, donc je suis très fière. Et là, on va faire une lecture à Avignon. Et on va commencer à la répéter à l'automne prochain. Alors, dernière question, et comment tu te sens quand tu passes aussi devant la caméra et pas seulement la voix? C'est le même métier. C'est le même métier, mais c'est le même métier. Tu n'es pas plus à l'aise ni moins à l'aise, donc finalement tu te je fais beaucoup plus de doublage depuis très très longtemps. Donc évidemment, je me balade là-dedans et c'est un univers que je connais tout le monde, etc. Un souci. Allô. Ça y est, ça s'est réglé. Mais c'est le même métier, en fait. En fait, on fait le même métier de comédiens et de comédiennes, avec plein d'actions différentes, plein de formes différentes, mais le fond est le même. En tout cas, ça ne te laisse pas beaucoup de temps pour faire autre chose, pour venir visiter la région comme Jeanne. Oui, mais ça m'a fait plaisir, et puis vraiment, merci pour votre accueil. Je trouve les gens absolument charmants. Mais ils sont charmants ici, Ils sont charmants, ils ont du tempérament, ils ne sont pas sucrés, ils sont pas, mais ils sont sympas comme tout, je trouve, vraiment. Et je reviens ici très souvent avec ma copine Jeanne, mais pas que. Et j'espère bien devenir voisine, moi aussi, un de ces quatre. Eh ben, écoutez, en attendant, quand tu seras chez Jeanne, eh ben, on vous accueillera toutes les deux quand vous viendrez sur le festival. Avec grand plaisir. À d'autres occasions, parce qu'il y a quand même... moi, je fais aussi de la programmation culturelle, donc les pièces m'intéressent. Ouais. Donc si tu as... quand tu as avec grand plaisir. Et que tu l'auras calé, on verra. Le 17 juillet, à Avignon, à 15h, au théâtre du Clair de Lune. Bah écoute, on donne rendez-vous. Et puis bon, ça revient aussi de petits clins d'œil à Avignon. C'est bien aussi d'aller voir des spectacles à Avignon. Vous avez de quoi vous régaler. Oui, allez-y, il y a plein de choses formidables. Et la plupart des comédiens que vous voyez ici, franchement, vous les retrouvez en chair et en os. Voilà, exactement. Et dans des petites, un peu comme ici, c'est convivial, des petites salles. Ouais. C'est pas des grands théâtres. En tout cas, merci à toi. Merci. Bah écoute, on va demander maintenant à Monsieur Crémades et Alexandre Messina de nous rejoindre. Tu peux rester si tu veux. Allez, je reste. Vous la reste un peu, t'es bien. On va mettre Michel à côté de toi et Alexandre là-bas. Bonjour. Bien. Ils se connaissent, c'est normal. Hein. Oui, mais ils sont tombés. Voilà. Pardon. Et voilà. Bonjour. Et bonjour. Voilà, c'est bien ça. Comme ça, on est en famille à chaque fois. Hein. Bah, donc là, on a aussi... un grand ami du festival. Ah, il arrive à sortir le micro, ça y est. Et aussi, vous avez chacun un micro. Hein,
Michel Crémades, qu'on ne présente plus parce que c'est quand même lui qui a gagné le concours de pétanque au festival le plus souvent. Alors je ne sais pas s'il triche, mais il doit y avoir quelque chose là-dessous. Soit il le laisse gagner, parce que comme c'est un karatéka, on ne sait pas qu'il est karatéka, il est très costaud, et donc peut-être qu'il gagne sous la menace, je suis sûr. J'ai quand même tourné avec Jean-Claude Van Damme. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai enregistré avec lui. Ah, Jean-Claude. eh ben, c'est quand même marrant de t'imaginer avec Van Damme. Oui, c'est toi qui lui fais peur, c'est ça? On était deux potes dans le film, dans le dernier Mercenaire sur Netflix. On s'est bien amusé. C'est un type assez formidable. Je le vois bien, Mercenaire. Très intelligent. Ah oui, il est pas si aware. Oh, il n'est pas si aware que ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Donc, Michel, bon, tu es venu souvent au festival, on t'a vu dans les films de Zidi et Jean-Pierre Jeunet et j'en passe et d'autres, donc tu as fait beaucoup de rôles dans beaucoup de grands films. Et, mais faites pas beaucoup en série, en fait, en série télé. Non, les séries. Quand même un personnage. Les séries de l'époque, c'était en 1712. C'était les Maggie, Marc et Sophie, voilà, les séries de l'époque. Les Fantomettes qui avaient cartonné. Mais c'est surtout cinéma, oui. Il doit y avoir une trentaine de films pour le cinéma. Et j'ai la chance d'avoir tourné dans des films qui ont cartonné. Enfin, non, c'est-à-dire que ces films ont cartonné parce que j'étais dedans, à vrai dire. Oui, c'est ça, il est modeste, voilà. Et pareil au théâtre, une vingtaine de pièces au théâtre. On va y venir, c'est vrai que... Donc il y a aussi par contre la carrière au théâtre, où tu as joué avec les plus grands, je t'ai vu avec Belmondo. Voilà, ça fait des beaux souvenirs. Robert Hirsch, Roland Giraud. Non, c'est vrai, j'étais gâté. Je suis ravi d'avoir passé le temps, parce que c'est pas facile, il faut durer, il faut rester, ça fait quand même 45 ans que j'en bouffe. Oui, mais c'est marrant parce que t'es un personnage, donc c'est vrai qu'on te reconnaît forcément. Michel Crémades, c'est ce qu'on disait, on sait pas forcément, les gens ne connaissent pas forcément le nom, tout à fait. Mais la tête, ah oui, on le connaît. On peut pas passer à côté, et tu vois, 45 ans plus tard, t'inquiète pas, on te reconnaît pareil. Oui. On te voit, comme dans Astérix, c'est pareil, tout le monde te sortir. C'est quoi les rôles principaux où on te reconnaît, on te dit, c'est vous qui jouez dans Ça dépend de l'âge de la personne qui me reconnaît, mais c'est vrai que sur des films, les gens me parlent souvent des Ripoux, ça marque. Ouais, les Ripoux, c'est sûr. Mission Cléopâtre, Casse Départ, oui, il y a pas mal de films, et du théâtre aussi, parce que moi j'étais beaucoup sur Paris et puis en tournée. Donc on touche le plus large public possible. Et alors, tu es au festival ici parce que tu viens présenter un film avec Alexandre Messina, qui est le réalisateur, et peut-être l'auteur aussi. Un des auteurs. Un des auteurs et le réalisateur du film. Donc, Je t'aime, filme-moi. Dans le bon sens, ça. Je t'aime, filme-moi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience? Je suis désolée. C'est pas grave. C'est vrai, il y a une ambiance musicale pendant l'enregistrement. C'est pas désagréable comme musique, ça va, c'est pire. Mais Je t'aime, filme-moi, c'est un film qui sort de l'ordinaire. On l'a présenté dans pas mal de villes, et puis c'est pas encore fini, et les gens sortent en disant « Ce film, qu'est-ce que ça fait du bien ?» Parce que ça parle d'amour, et c'est ce que je dis toujours, en ce moment, il vaut mieux faire le plein d'amour que le plein d'essence, ça coûte moins cher. Voilà, et donc ça passe aujourd'hui à 16h. Voilà, c'est pour ça pour les spectateurs, ici on a communiqué, mais voilà, si jamais vous avez l'occasion peut-être de le voir dans une autre ville de France, parce que c'est sur les réseaux. J'espère que tu as déjà un distributeur pour l'instant ou pas? Oui, on tourne avec un programmateur. Donc si jamais vous voyez le film avec une petite voiture facilement reconnaissable, vous voyez ce personnage qui est dans la voiture avec la comédienne principale, mais qui elle sera là ce week-end. Qui arrive tout à l'heure là. Qui arrive tout à l'heure, elle sera là pour le film, super. Et puis le regretté président de la Principauté, qui est une série. Christophe Salingro qui nous a quittés, mais qui a été pendant pratiquement, moi je connais que ce rôle-là pour lui. En rôle principal. Oui. Il a resté, c'était quand même pendant des années le président. Le président. Oui. C'est un contre-emploi, on l'attend pas dans ce rôle, et il est très touchant. Les gens sont subjugués derrière. Et alors, ce film, comment vous est venue l'idée de faire ça?
Ça vient du confinement ou pas du tout? Pas du tout, non, on a commencé avant, on devait sortir même avant le confinement en fait. Et non, l'idée c'était de faire un tour de France avec des acteurs solides qui sont les acteurs de la fiction, donc Christophe Salingro et Michel. Oui, parce que là, il faut le dire, c'est qu'il y a quand même une sacrée distribution derrière. Alors, il y a les trois principaux, c'est Salingro, Michel et c'est Karine. Et derrière, on a une partie documentaire où on va poser des questions aux gens sur l'amour, le couple, la passion amoureuse, etc. Et on a rencontré également des personnalités qui vont de Thomas Dutronc à Pierre Santini. On a l'âme, on a des chanteurs, on a des présentateurs télé. On en a une quarantaine. Dominique Pinon aussi, je sais qu'il y a Dominique. Non, il n'y a pas Dominique. Parce que oui, effectivement, non, je confonds. Mais quel est le personnage que j'ai vu? Je me suis dit, tiens, il est aussi dans le film. Et je l'ai dans un autre film du festival. Bon, ça reviendra en voyant. Parce que oui, on a Lionel Abelansky. Oui, Lionel Abelansky, voilà, c'est ça. Que j'adore aussi. Bien sûr. On a comment il s'appelle? Là, ils sont plus de 25. C'est pour ça qu'il faut voir le film, parce qu'il y a tellement de comédiens connus que j'ai trouvé ça original d'avoir une distribution avec plein d'acteurs connus et sur un format moitié fiction, moitié documentaire. Et surtout, la particularité, c'est qu'ils ne jouent pas ces 25 à 40 comédiens. C'est eux vraiment qu'on interroge sur le couple, l'amour, et c'est incroyable de générosité de leur part. Et c'est fou parce qu'après la diffusion, on discute avec le public, on reste une heure et demie à papoter. Parce que les gens se posent beaucoup de questions après la projo. Et ils viennent nous demander comment s'est fait ce film, pourquoi, est-ce que ça dégage. Il y a même un couple, ils se sont posé la question, comme ça on discute avec eux, et elle nous disait, finalement je me demande si j'ai dit à mon mari une fois je t'aime. Et lui disait non, je crois pas, et je pense qu'ils ont divorcé depuis. Mais voilà ce que ça peut amener le cinéma. Bah, ça tombe bien que le film passe à 16h, parce que du coup ça permettra d'avoir une fenêtre pour la discussion. Ce qui est aussi intéressant, parce que souvent on a tellement de films, là. Moi j'ai 28 films à passer sur 5 jours, donc c'est vrai que ça fait un peu usine, mais là, la session de 4 heures elle est bien, parce qu'elle permet de discuter un peu après, avant la montée des marches et tout, donc c'est très bien. En tout cas, nous on va voir le film forcément cet après-midi, les autres j'espère que vous le verrez chez vous quelque part à un moment. Donc on va faire une petite pause, on va vous remercier. Merci. Michel, Merci. Marjorie et Alexandre. Merci. On va vous retrouver les uns et les autres avec, à l'image et à la voix et dans les deux. Et j'espère que vous aurez l'occasion de... C'est toujours bien le festival, parce que ça permet de faire rencontrer des réalisateurs, des auteurs, des comédiens, des producteurs. Et il en sort toujours des bonnes choses. Depuis 20 ans, je suis bien passé pour savoir que ça a apporté beaucoup de choses à beaucoup de monde. Et c'est bien qu'on ait ici à Agde, une ville comme ça qui est tellement agréable, d'avoir ce côté convivial pendant le festival et pendant une semaine, de dire les gens, vous avez la chance de voir des films gratuitement pendant une semaine, et que des bons films, et de bons acteurs, de bons réalisateurs et de belles productions. Donc ça, c'est une chance. Voilà, on fait un petit break, 3 minutes, parce qu'ils ont besoin de recaler pour le redémarrage de la prochaine session. Je vous remercie, et puis on se retrouve dans quelques minutes. Bien, merci Patrick pour ton accueil, et tout se passe bien ici, et on vous donne rendez-vous à 16h. 16h exactement, ils seront là, eux tous, c'est sûr. Et merci infiniment pour cet accueil. Merci chaleureux. Marjorie. Et puis ça permet de faire un petit coucou là-haut à Jacques, parce que je sais qu'il doit te surveiller, et il adorait venir. Je pense qu'il moralement il est avec nous. J'espère bien. Merci à vous. Au revoir. On se retrouve sur ce 19e Festival des héros du cinéma et de la télé. On est toujours en direct sur Facebook pour recevoir 2 invités. Alors le premier, on l'a déjà vu tout à l'heure, Michel, il est resté parce qu'il aime bien, il a retrouvé son copain Ludovic Bertillot. Et on a deux comédiens, notamment un qui jusqu'à présent ne peut pas venir parce qu'il était en réunion, et il vient de sortir de réunion. Donc alors, qu'est-ce que tu faisais en réunion? Non, à La Réunion, je tournais pour France Télévisions une série qui s'appelle OPJ. Voilà, on tournait là-bas, donc ça se tourne sur l'île de La Réunion tout le temps. Donc je suis parti là-bas et je tournais avec Ariel Mallet, on est resté une dizaine de jours et je suis rentré dimanche. C'est le frère de Gad, hein? C'est le frère de Gad, voilà. tout à fait, ouais. Et vous avez fait une série de quoi? C'est C'est du 6 fois 5 fois des 52 minutes, ça se suit à chaque épisode, c'est déjà la 4e saison là. Et c'est entièrement tourné à La Réunion? À La Réunion uniquement, ouais. Ah ça c'est des bons plans ça quand même. Hein? Ouais, c'est plutôt sympa, ouais. Tu pars 10 jours là-bas. Moi, en plus ils m'ont fait venir un petit peu à l'avance. J'ai eu les 4 premiers jours où j'avais rien à faire.
Alors il me disait, ça va, j'ai écouté, moi, ma Wonderbox se passe très bien. Tout va bien, je fais nager avec les dauphins, je fais du catamaran, j'ai vu des requins, tout va bien. Et après, donc, ce type de série, c'est la 6e saison déjà ? 4e saison. Donc, ça risque d'être un récurrent ou Non, moi c'est la saison. Je fais du guest. Et toi, donc, Michel, t'es parti tourner comme ça dans les îles, en Réunion Oui, ça m'est arrivé de partir. Un des plus beaux souvenirs. Ça a été Mission Cléopâtre quand même. Tourné à Malte, au Maroc, c'était génial. Ah oui, c'est vrai que ça fait. Sinon, un mois à Cuba. Ça va quoi, le métier de comédien, il n'a pas que des mauvais côtés. Hein. Cuba, c'est cool. Moi, je suis resté 2 mois et demi de tourner là-bas, c'est très sympa. Ah, très sympa. Cuba, c'est très chouette. Bon, moi, je suis là en vacances. J'ai tourné dans tout. T'as tourné, mais différemment. En voiture, toi, tourné en voiture. Moi, j'ai tourné rond-point. Mais c'est bien. Ça m'a coûté de l'argent, vous en avez gagné. Cuba, il y a un truc très spécial, je ne sais pas si Michel l'a ressenti aussi, c'est que quand tu vas à Cuba, vu qu'il y a eu l'embargo d'ailleurs qui existe toujours, c'est qu'il n'y a pas les grandes enseignes comme tu as partout dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, où tu vas partout dans le monde, au Brésil, n'importe où, aux États-Unis, dans n'importe quel pays au monde, tu as des grandes enseignes. Tu as Carrefour, tu as Ikea, tu as tout ça. Et Cuba, malheureusement pour eux, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, je ne suis pas là pour dire ça, mais ils ont absolument rien au niveau enseigne, tu vois. Et quand tu visites la vieille Havane ou le vieux Cuba, là tu fais vraiment un vrai voyage. C'est vraiment complètement, tu as l'impression d'être complètement ailleurs. Et quand tu restes là-bas en tant que touriste ou même quand tu vas pour bosser, moi ça m'a fait du bien, Cuba. C'est vraiment une île qui m'a fait beaucoup de bien par rapport à ça. Alors ceux qui le vivent au quotidien le vivent certainement différemment de nous, mais quand nous on y va comme ça, c'est génial de ne pas voir toutes les grandes enseignes, tous les grands trucs. Tu vois, c'est vraiment un vrai voyage, Cuba. Oui, tu veux dire que la grosse industrie commerciale n'a pas débarqué à Cuba? Complètement. Bon, je pense que c'est. Je crois que ça a un petit peu changé. Oui, ça. Depuis quelques temps, ça a un petit peu changé. Mais c'est vrai que c'est magnifique parce que tu vis dans la musique, la danse avec eux. Et les voitures. Et les voitures. Et les voitures. Hein. Mais ils récupèrent avec une bouteille en plastique, ils font une montre. C'est incroyable, ils transforment tout. Rien n'est jeté. Ouais, écoute, bon, l'avantage du cinéma, c'est que vous avez pu voir ça et profiter un peu. Quels sont vos meilleurs souvenirs à l'un et à l'autre de ce genre de tournage? Est-ce que c'est l'étranger ou c'est plus... On a le temps quand même de faire un peu de tourisme? Moi, je dirais c'est plus les équipes avec qui tu travailles. C'est pas vraiment l'endroit où tu travailles. L'endroit où tu travailles, c'est important, mais si tu fais un film avec des gens pas sympas, même si tu te retrouves dans des endroits cool, c'est pas bien. Alors que le fait de travailler avec des gens, avec des belles équipes, des fois tu peux te retrouver dans des endroits moyennement sympathiques, ou qui paraissent moyennement sympathiques, mais avec des équipes plutôt cool. Et c'est là, moi je trouve que c'est les équipes avec qui tu travailles, c'est intéressant. Moi, tu vois, par exemple, pour faire le parallèle, avant d'être comédien, j'ai travaillé 10 ans au Club Med. Donc j'ai bossé dans le monde entier. J'ai bourlingué partout. Et les gens te demandent souvent ça, c'est quoi votre meilleure saison? Moi, j'ai eu la chance d'aller dans plein de pays. Et souvent, je leur dis, une de mes meilleures saisons, c'est à Rodez. Ils se disent, mais Rodez, il y a un village d'équitation, spécialisé. Ah oui. Et on était avec une équipe de fous furieux. Et on a passé 2 mois et demi, c'est des petites saisons, mais 2 mois et demi à Rodez, dans l'Aveyron, avec que des malades mentaux, c'était génial. Et en plus, toi, tu es quand même tennisman, en fait, au départ. Tennisman. Oui, à la base... Ça, c'est pas évident à voir comme ça. Ouais, faut l'imaginer. Dans mon premier métier, j'étais moniteur de tennis. Je suis rentré comme prof de tennis, j'ai rencontré Eli Kaku là-bas. Après, je suis passé responsable tennis. Et puis, le fait de faire de l'animation, c'est ça qui m'a poussé au bout d'un moment d'arrêter le club pour devenir comédien. En fait, ton début de carrière, t'es d'abord passé par le tennis et c'est ce qui t'a... C'est le tennis, le club Med, quoi. Et après, ça m'a permis de faire tout ça. Et à l'époque, Gad, il était comment? Il était aussi... Eli Kaku, tu veux dire? Eli Kaku, pardon. Ouais, Eli Kaku, moi quand je suis arrivé, j'ai fait ma première saison avec lui. Il était super. Et lui, c'était top parce que pour lui, le club, c'est une espèce de laboratoire, tu vois. Il testait plein de trucs, il testait plein de sketchs, plein de machins. Et il était top, quoi. Par contre, c'était génial parce que le matin, il n'était pas très présent. Il était tout le temps un peu au capot, tu vois. Et dès qu'il montait sur scène, les gens, le soir... Il faisait un carton complet, quoi, tu vois. Et je te raconte une anecdote. On était en Israël et à Eilat, et la plage est assez éloignée d'où on était au niveau des cases. Et le chef de village voulait que les matins, il passe sur la plage faire ce qu'on appelle des coups d'animation. Et lui, le matin, il dormait, il se couchait tard, il n'aimait pas se lever tôt, tu vois. Et dans la chambre, il avait mis un espèce de petit pédiluve avec de l'eau et du sable.
et il prenait ses baskets, il les trempait dans l'eau, il les trempait dans le sable, et pour passer de la chambre au truc, il fallait passer devant le bureau du chef de village. Donc le chef de village le voyait avec ses chaussures pleines de sable, et lui, pour lui, s'il arrivait, les chaussures avaient pleines de sable, il arrivait de la plage, tu vois. Donc il disait, putain, j'arrive de la plage. Et le mec, il le voyait avec les chaussures pleines de sable, il disait automatiquement, il arrive de la plage. Alors que non, il arrivait de la chambre, il avait trempé les pompes dans l'eau et dans le sable pour faire croire qu'il arrivait de la plage. Ça, mais ça, tu ne vois pas, tu peux pas l'inventer, c'est pas possible, tu vois. Il tapait le vis comme ça, tu vois, c'est un génie, frérot, tu vois. L'autre, il dit, il est persuadé qu'il arrivait de la plage, alors qu'il arrive de sa chambre. Et toi alors, le début de carrière, comment tu atterris Eh ben un peu pareil, moi j'ai été animateur en village vacances. Ah ben c'est marrant, voilà. c'est le hasard. Après j'ai fait haltérophilie, puis j'ai arrêté. Et pourquoi tu ris? Non, je ris parce que je me dis, les autres étaient dégoûtés de te voir Non, mais c'est pour des catégories de poids. Autant de poids, bah, c'est ça, parce que catégorie poids chiche, t'es quand même le seul. On ne se prend pas avec les pois chiches. Hein. Et d'ailleurs, on s'excuse, nous sommes pieds noirs tous les deux. Donc voilà, on a les pois chiches, ça nous fait. Les pois chiches. Voilà. Oui, moi aussi, ben, pareil, village vacances, animateur. Et là, tu te rends compte que, vu ma petite taille, d'un coup, tu es sur scène, tu es au-dessus des gens. Les gens disent, oh, qu'est-ce que vous êtes drôle, c'est formidable. En plus, on peut un peu draguer, donc c'est sympa. Et voilà, et d'un coup, tu es déjà dans le registre comique ou pas? Oh, j'ai toujours été un petit peu dans... Oui, enfin, je pense que dans ce métier, on doit être capable de tout faire. Les plus grands comiques sont des gens très tristes dans la vie. Moi, ma femme me dit, disons, avec toi, c'est pas évident. Hein. Qu'est-ce que t'es chiant, qu'est-ce que t'es... Et puis, bon... voilà, moi j'adore jouer des personnages un peu tendres, sensibles. Dans le film d'Alexandre, je crois qu'il y a un peu ça aussi. Malheureusement, on est souvent dans des cases, hein, on joue ça. Alors c'est sûr que j'ai pas le physique d'un chirurgien, tu vois, d'un commandant mais parce que ça correspond pas. Un chirurgien, il n'a pas besoin d'être grand, beau. Eh ben si, il est prêt grand, beau, tu as un commandant d'avion, de bus, voilà, c'est cadré, c'est comme ça. Moi, au Club Med, je cartonnais quand je faisais Tina Turner, mais véridique, hein, en tiercé playback. On m'a jamais proposé un rôle de Tina Turner au cinéma. Pourquoi, je ne sais pas. Tu mettais la perruque, c'est quoi? Surtout, j'avais tout, la perruque, les talons aiguilles, les collants résine, la mini-jupe. Je fais là, j'en ai excité plus d'un. Hein. C'était à l'époque, hein, mais... Non, mais véridique, en Tina Turner, je suis sur Simply the Best, mais je cartonnais, bon. Faut l'imaginer aussi. Il n'y a pas encore eu le biopic. Je ne pensais jamais. Écoute, je vais me proposer. Montre les images de shortlist. Je suis en shortlist. Tu pourrais montrer les images de l'époque. Oh, c'est un des prochains biopics, je suis sûr, parce que là, on est en train de les faire tous. Ils n'ont pas encore pensé à ça. Non, Tina Turner, ils vont peut-être le faire. Ouais. Ouais, c'est sûr, ça va le faire, ça. Parce que j'ai vu le dernier concert, elle avait à 80 ans. C'est ébullition sur scène. Hein. Ouais, à 80 ans, tu dis, ouf, ça va pas, elle ne peut pas jouer dans Mort de rire. Hein. Pas dans Maison de retraite. Plutôt à ce moment-là, c'est Mort de rire. Parce que c'est pas évident pour une retraitée. Et toi, alors, justement, on parle du film d'hier, Mort de rire. Maison de retraite. Oui, mais voilà, ça. Donc, le jeu de mots, si ça s'appelait MDR, c'est pour qu'on fasse le lien entre la maison de retraite et Mort de rire. Parce que franchement, hier, on était mort de rire en voyant le film. Donc tu es quand même un sacré loustique, toi. T'es bien le seul qui fait pas rire. Bah ouais, et moi c'est Thomas, j'avais fait 3 films ensemble. On se bien, il m'appelle, il me dit ouais, parce que le film c'est monté très rapidement, il y a eu plein de trucs, c'est bon. Et il m'appelle, il me dit écoute, j'ai un truc pour toi, il me dit il n'y a pas beaucoup de texte et tout. Alors je le lis. Ah, je lui dis, ouais, c'est vrai qu'au niveau du texte, je serais pas emmerdé au moins, c'est clair. Mais il me dit, il y a vraiment une présence, un truc, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et honnêtement, je regrette pas du tout d'avoir fait ce film, et honnêtement, faire partie de cette équipe, et on a beaucoup rigolé. Alors, comme l'a expliqué Catherine hier, c'est vrai qu'on a tourné pendant 3 semaines, ça s'est arrêté à cause du Covid, c'est reparti, donc c'était un petit peu compliqué, quoi. Mais au final, comme on dit, on a des choses à raconter, quoi. Et le film était vraiment chouette. Et ce qui est bien, c'est que, moi, je trouve qu'on découvre une autre partie de Kev Adams, qui était plutôt, il y a plein de gens qui me disent ah moi Kev Adams j'aime pas, c'est un acteur à midinette ou machin. Et là, avec ce film-là, il a touché un autre public. D'ailleurs on l'a vu, hein, le film a fait 2 millions d'entrées, donc les chiffres parlent pour ça. Et le fait d'avoir fait ce film, je trouve qu'il a pris une autre dimension. D'ailleurs on le voyait dans les salles, il y avait aussi bien des jeunes qui venaient voir Kev Adams que des gens un peu plus âgés. Oui, puis je pense qu'il s'est affirmé comme comédien, parce qu'il est un excellent comédien, il n'en fait pas trop. Je trouve qu'il n'est pas tombé dans ce travers-là, il n'en fait pas trop. Et puis a priori, il a aussi coécrit. Ouais, il a coécrit, coproduit. Donc effectivement, c'est
à cet âge-là. Et il y a Stan Wawrinka qui coproduit le film, le joueur de tennis, je ne sais pas si vous voyez qui il est, un joueur de tennis suisse. Voilà, il manquait un petit peu d'argent sur le film, pour vous dire la vérité. Et Kev a appelé Stan parce qu'il se connaissait bien, et il lui a donné l'argent qui manquait. Et c'était la première fois, il a monté sa boîte de prod, parce que Wawrinka est un fan de cinéma. Et il a monté sa boîte qui s'appelle Stan The Man, sa boîte de production de cinéma. Il cherchait à mettre des billes un peu là-dedans, et premier film, il a mis 1 million d'euros dedans dans la production. Bah, écoute, comme quoi le tennis mène. Je vais être obligé de me mettre au tennis alors pour tourner. C'est pareil. Ou à l'haltérophilie. Après l'haltérophilie. C'est ça. Non, c'est vrai que c'est marrant parce qu'on revient au tennis en fait. Toi qui. Bah, c'était drôle de le voir sur le tournage, on en parlait un peu. Il assiste au tournage. Oui, il est venu, il fait un petit rôle d'ailleurs à la fin, dans la maison des orphelins. C'est lui qui fait le rôle du maire. Il fait un petit mot à la fin, il a l'écharpe du maire, il dit un petit truc. À la fin, il fait un petit caméo. C'est pas évident parce que déjà. À la fin du film. Je me souviens du nom. Après, physiquement, ça fait quand même quelques années ça. Il joue encore là. Il a fait Wimbledon là. Il a perdu Roland Garros, mais il a fait Wimbledon. Il a fait le Queens. Il a perdu en quart de finale du Queens. Mais autrement, il est encore là. Ouais. Bah, il était dans 20 ans de tennis où il y avait Nadal, Federer et Djokovic, où les gars, à 3, ils ont gagné 62 titres du Grand Chelem. Lui, il en a gagné 3. C'est déjà pas mal, tu vois, il est passé à travers les gouttes, mais quand t'as 3 monstres comme ça du tennis... Ouais, c'était une belle génération, ça. C'est fou, quoi. Ouais, il y a des grands champions. C'est comme les comédiens, il y a des grandes générations de comédiens. Et en ce moment, moi, il y a beaucoup de bidons en ce moment. Je rigole, j'adore. Le fait qu'il balance, j'adore. Ouais, des noms. Non, je plaisante. Et est-ce qu'il y a, déjà en termes de projet, toi, maintenant que tu reviens... Bah là, moi, il y a aussi le film de Jean-Pierre Améris, là, qui est sorti il y a 3 semaines, qui passe vendredi, là, Les Folies Fermières. J'ai le film de Besson, réalisé par Barthélemy Grossman, Arthur Malédiction, qui est un film d'horreur, qui sort là le 29... Tu as le rôle principal. Un joli rôle dedans. Ouais, c'est ça, je l'ai vu, ça, parce qu'on est avec des ados, là. Ouais, avec les ados et tout. Enfin, c'est surtout les enfants qui ont... Moi, je fais le rôle du gardien, avec les dents pourries, machin, tu vois, un peu... Mais c'est très sympa à faire. Voilà, après j'ai fait un autre film avec Afsia Herzi et Clotilde Courreau qui va sortir. Il y a le film de Didier Van Kovlart qu'on va commencer dans pas longtemps. Non, ça va, ça bosse bien. Puis j'ai profité du confinement pour écrire. Donc j'ai pas mal bossé et j'ai vendu deux scénarios à un garçon qui s'appelle Eric Eumann, Paradis Film, voilà, que normalement je devrais réaliser si tout va bien. Pour l'instant, on est encore dans les trucs, mais c'est bien parti, quoi. J'avais vraiment envie de passer à la réal depuis pas mal de temps, parce que moi, comme je vois, Michel peut comprendre, mais moi j'adore les acteurs, les actrices, tu vois, c'est leur parler, leur dire des choses, travailler avec eux. Je suis pas le meilleur à faire de la lumière, mais pour ça il y a des chefs opérateurs, pour des cadres il y a des cadreurs, donc on peut faire. Mais raconter des histoires, parler avec des comédiens, construire une histoire ensemble et être devant ou derrière son combo, plutôt derrière, parce que devant on ne voit pas grand chose, mais derrière le combo, et quand il y a une histoire qui commence à se mettre en chien et des gens qui commencent à dire des mots que vous avez écrits, je trouve ça absolument magique, quoi, tu vois. Et j'aime pas le mot direction d'acteur, mais plutôt la bienveillance qu'on peut avoir avec un comédien, lui, écoute, moi je te vois plus comme ça, qu'est-ce que t'en penses et tout, enfin voilà, tu vois, c'est de pouvoir construire une histoire. Moi je comprends, c'est vrai que c'est génial. Tu l'as fait, hein, tu as fait ton film aussi, tu comprends ce que je veux dire. Hein. Et toi, ça te tente de passer Non, on m'a souvent dit tu devrais faire ton film. Je dis non, diriger des comédiens, mettre en scène au théâtre, je l'ai fait, mais la technique me fait peur. On m'a dit prends un directeur photo, un chef op, ils vont faire le boulot. J'ai dit oui, mais c'est plus mon film. Et donc je préfère être à la merci d'un réalisateur et voilà, te tourner... Oui, mais il n'a pas tort si tu t'encadres de gens qui sont capables de comprendre que... Mais tu peux pas tout savoir faire sur un film. C'est impossible, c'est pour ça qu'il y a des métiers. C'est pour ça que tu as des cadreurs, tu as des chefs opérateurs, tu as des gens au son. Toi, moi je dis, un metteur en scène, il est là pour raconter une histoire. Voilà, de faire une histoire de HK. Et cette histoire, c'est lui qui va la porter, qui va la raconter, et à côté, les autres personnes sont là pour l'aider à mettre la lumière, à mettre le cadre, à faire tout ça. Ouais. Bah, moi j'ai fait des cours, hein. Ça va être mon premier film, mais c'est bien parti. Mais c'est une aventure qui m'excite vraiment. J'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Il dirigeait beaucoup, Thomas ? Thomas, il dirige pas mal, ouais, ça va, ouais. Thomas, c'est différent. Moi, c'est mon 4e film avec lui. Thomas, il te dit peu de choses, mais très précis, tu vois. Il donne des clés. Mais c'est marrant de voir les différents metteurs en scène. Ouais. Moi, une semaine, j'avais bossé avec Alain Tasma et José Dayan sur 2 trucs complètement différents. Alain Tasma, c'est répétition,
10 000 répètes, on fait que répéter, et après on tourne, tu vois, mais ils répètent énormément. Après, je bosse avec José Dayan sur un autre truc, José Dayan, elle répète pas, elle tourne tout de suite, tu vois, donc quand tu es comédien, c'est justement aussi à toi de voir comment le metteur en scène travaille et te mettre un petit peu à son service, tu vois. Parce que c'est des méthodes de travail complètement différentes. C'est plus confortable d'une manière ou non, peu importe si tu adaptes. Moi je pense qu'il n'y a, surtout il n'y a pas de règle. Ouais. Si lui il a envie de beaucoup répéter parce qu'ils sont plus à l'aise comme ça, ok. Si d'ailleurs elle aime pas les répètes et qu'elle veut qu'on tourne tout de suite et qu'elle me dit moi je préfère tourner tout de suite, pourquoi pas. C'est vraiment, tu prends des mecs comme Keshi, s'ils n'arrêtent pas de répéter. Guy Rodi, moi quand j'ai fait le Roi de l'évasion avec lui, c'est pareil. Alain il aime bien répéter, il fait des longs plans séquences. Francis Weber, quand j'ai tourné avec lui sur Tais-toi, Weber c'est une horlogerie. Weber c'est au mot près. On change pas du tout son texte. Pareil, Stéphane Brisé, quand j'ai fait avec Lindon, et si tu changes pas son texte d'une seconde, d'une virgule, d'une pointe, c'est des gens qui sont très exigeants sur le texte et qui veulent pas qu'on bouge. Après, vous avez des metteurs en scène, si vous bougez 2-3 trucs, je dis pas qu'ils s'en foutent, mais c'est pas grave. Si Tant que ça veut dire la même chose, c'est pas grave. Oui, donc c'est vrai qu'il y a ça, c'est véridique, il y a ces fameuses deux grandes écoles, ceux qui ont un peu de liberté et d'autres qui vous disent non. Chez Lelouch, tu as de la liberté, chez Keshi, tu as de la liberté, chez Brisé, tu n'as pas de liberté, mais c'est comme ça, mais tu le sais avant d'y aller, tu vois. Oui, si ça ne te convient pas, donc il faut avoir la mémoire et être capable de... Et comment vous voyez l'évolution tous les deux du métier de comédien? Ah, du métier de comédien. Est-ce que le Covid a changé quelque chose? Alors, vas-y, Michel. Moi, j'ai l'impression, parce que les gens se sont achetés des écrans géants chez eux, des tables pour mettre les bouteilles de bière. Et du coup, on voit les chiffres. Au cinéma, c'est pas joyeux. Alors, je disais avec Alexandre Messina, on va s'acheter une grande camionnette et on va aller de ville en ville présenter les films. Cinéma Paradisio. Cinéma Paradisio. Oui, parce que c'est vrai que les gens sont restés enfermés en prison pendant 2 ans. Ils sont habitués à rester chez eux et maintenant on les voit sur les terrasses quand il fait beau, mais ils vont pas s'enfermer, enfin moins s'enfermer dans les salles de cinéma ou voir les théâtres. C'est marrant que tu me dises ça parce que je dis à Alexandre, on va recevoir François Viette, qui est un copain, qui était un ancien, qui est comédien, c'est lui qui faisait du cobu. Mais à l'époque, il était petit, là maintenant il doit avoir 20 ans, quoi, à peu près une vingtaine d'années. Mais justement, il est équipé, il s'est acheté un camion avec le... Tu vois, c'est que moi je vais le prendre pour ce qu'on va faire nous. On va aussi faire un truc original, passer dans certaines villes où il n'y a pas de cinéma, pour voir un peu la réaction. Ça, parce que je l'avais fait à l'époque avec Moki, quand Moki était venu tourner ici à Agde, il avait fait le bénévole, et j'avais dit, écoute, à Moki, il y a quelques salles, mais on va passer dans les villages. Et on a fait les villages d'ici du coin, avec le film de... Bon, il y avait quand même du casting dans le film de Moki, et on faisait en passer, je crois que il faisait payer 2,50 € de la place. Et il y avait des villages qui faisaient 150 habitants, on avait 100 spectateurs. Mais c'est énorme. Et ils étaient endimanchés pour la projection. Le maire mit un coup à boire à l'entracte. Et c'est le cinéma, tu sais, c'est la Gardère. Tu vas pas là, c'est le cinéma qui vient à toi. Et les gens, ils disent, putain, quel plaisir. Et c'était un film de Moki, tu vois. Donc c'est juste ce que tu viens de dire. À combien était la place? 2,50 €. 2,50 €. Aujourd'hui, dans certaines salles de cinéma, c'est 12,80 € la place. La première chose pour que les gens reviennent au cinéma, c'est déjà qu'ils baissent le prix des places. T'imagines, tu as 2 enfants, tu leur payes un popcorn et un McDo, tu vas avec ta voiture, et en plus, 100 €, quoi. Et en plus, tu as Canal, tu as Netflix, tu as des enfants qui te bouffent le marché. Donc le théâtre a souffert, mais souffre moins de ça, parce qu'on ne peut pas télécharger le théâtre. Il n'y a pas de concurrence. Ça n'existe pas. Tu ne télécharges pas une pièce. Quand tu veux voir une pièce, tu vas la voir. Tu te déplaces sur les comédiens, tu vas aller voir. Alors qu'au cinéma, maintenant, tu peux télécharger. Tu as, comme tu dis, Netflix, Amazon, tout ça. Les gens, ils sont dans leur télé, comme dit Michel, les écrans géants, avec une bière, ils regardent le truc et ils se calment. C'est pour ça qu'en ce moment, le cinéma traverse une crise incroyable, parce que les gens, ils n'ont plus envie d'y aller, tu vois. Ils y vont sur des gros films. Ils vont voir Top Gun, Mission Impossible, parce qu'ils se disent, à la limite, si on paye 12 balles, on va voir des écrans géants, des avions qui éclatent, des machins. Bon, pourquoi pas, là on y va. Mais c'est pour voir un film plus traditionnel. Moi, je trouve que le cinéma, à 12,10 € la place, c'est hyper cher. 12,10 €, je veux pas faire le vieux con, mais ça fait plus de 70 francs. Quand on parle en francs, tu vois, c'est juste incroyable. 70 francs, une place de cinéma. C'est-à-dire, si on remet ça à l'époque du franc, 70 francs pour une place de cinoche. Et puis c'est vrai que t'as pas besoin au resto. T'as pas besoin d'avoir des pop-corn, des machins, etc. Parce qu'en fait, c'est ce qui a tué. T'as une femme, elle les fait. Oui. Écoute bien, c'est quand même intéressant de savoir que tu as
un prix qui ne correspond pas du tout. On a rajouté popcorn et compagnie, tout ça on s'en foutait. Donc c'était bien. Et le court-métrage, par contre, il n'y en a plus. Avant. Beaucoup moins. Mais non, il n'y a presque plus, et puis ils préfèrent payer l'indemnité. En tout cas, on va vous remercier, messieurs, avec plaisir, pour cette participation à notre masterclass. Et puis, on se retrouve. Toi, déjà, les Folies Fermières, donc MDR, les Folies Fermières de film de Jean-Pierre Améris, là. Et le 29 juin, le film produit par Luc Besson de Barthélemy Grossman qui s'appelle Arthur Malédiction. C'est la suite d'Arthur et les Minimoys, mais en version film d'horreur. Et donc au festival ici, vendredi, les Folies Fermières. Voilà, après le film de Jean-Pierre Améris, qui sera là d'ailleurs. Oui, Jean-Pierre est là. Jean-Pierre sera, oui. Et toi, on te retrouve cet après-midi à 16h, avec Alexandre Messina pour Irréductible. Je suis dans le film de Jérôme, commandeur. Oui. Et puis Sophie Boudre, septembre-octobre, avec Monsieur Eddy. Très joli film, très sympa. Écoute, on reste un peu dans le même registre que MDR, que Maison de Retraite hier. On vous souhaite une bonne fin de festival et on se retrouve dans 3 minutes avec une nouvelle équipe ici des Masterclass. Merci à vous. Alors on se retrouve aujourd'hui, toujours pareil, au Festival des héros du cinéma et de la télé, pour cette dernière session de la journée des Masterclass. C'est un peu la Masterclass version, on a des acteurs en live. Et pour vous expliquer en 2 mots, ça remplace les 2 ans de Covid où on ne pouvait pas approcher les gens, et il n'y a plus de dédicaces et plus de rencontres, et les gens étaient malheureux. Des gens comme moi qui font des festivals de rencontres, quand on ne peut pas rencontrer les gens, c'est compliqué. Sauf que moi j'étais le seul festival qui a été maintenu en présentiel en 2020 et 2021. Donc il a fallu qu'on trouve des idées et on a fait les Masterclass, ce qui fait que les gens ont pu, à distance raisonnable, voir des gens et puis avec un masque faire les photos et tout. Maintenant, Dieu merci, on n'a plus les masques, tout ça, mais on arrive à jusque je ne sais pas quand, peu importe. Donc, honneur à mon ami Philippe Lelouch, parce que Philippe, il sait que il connaît le festival, il me connaît depuis un certain temps, moi aussi, j'ai vu toutes ces pièces, enfin bref, on s'est beaucoup vus, et comme c'est ce soir, on parlera de vous ce soir sur scène, mais c'est 25 ans de festival, et je trouve que Philippe, c'est le personnage qui, pour moi, est emblématique d'un organisateur de festival qui peut rencontrer des comédiens, ou c'est quelqu'un qui touche au théâtre, au cinéma, à la télévision, qu'on voit à la télé, même maintenant avec Top Gear. C'est ça, c'est comme ça, le Top Gear. Top Gear. Et puis qui est auteur, qui réalise, qui joue, bref, même à la pétanque. Donc, surtout à la pétanque. On le retrouve partout. Il est motard en plus, je suis sûr qu'il va venir quand tu auras les Prescudos. Je suppose que tu reviendras, ou tu es déjà venu, voilà. Et donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui a vécu les festivals et qui sait ce que ça peut apporter de rencontrer du public, et quand il n'y en a pas, c'est malheureux. Donc voilà, et puis je voulais appeler ça mes meilleurs copains, puisque c'est un rapport avec le film de Poiret. Et toi, mes meilleures vacances, quelque part, on avait passé le film ici, je me souviens aussi. Voilà, c'est un thème, mes meilleures vacances. Presque au festival, c'est pas des vacances. Mais c'est ça. Hein, ça ressemble à des vacances, et avec des copains, c'est encore mieux. Et en plus, on a la joie d'avoir Édouard Montout, qui n'était jamais venu, ou en tout cas il y a très longtemps. Non, jamais. Même jamais. Voilà. On te rend compte, en 20 ans, il n'était jamais venu ici, et c'est pas pour faute de s'appeler, il me dit à chaque fois, c'est vrai, hein, oui, cette année, c'est la bonne. Et puis Stéphane, moi je l'ai vu à l'époque quand on avait fait des opérations avec RIS, oui, etc. Exactement. Voilà, et qui était déjà venu, donc à l'ancien palais, je pense. Oui, c'était l'ancien palais, c'était il y a à peu près 10 ans, je pense. Ouais, c'est ça, donc maintenant, on est déjà à 20 ans, et donc c'est vrai que le temps, voilà. Alors, honneur à mon ami Philippe, donc Philippe Lelouch. Déjà, ton actualité, tes projets, parce que déjà il y en a pour 10 minutes. Alors, ton actualité alors. Non, mon actualité, c'est là j'ai arrêté de jouer, j'ai eu l'idée de monter une pièce d'Adrien Raca. Adrien Raca, c'est un jeune auteur que j'ai trouvé il y a 3 ans, 4 ans maintenant, et j'ai joué une pièce de lui qui s'appelait L'Invitation avec Gad Elmaleh, qu'on a joué... un carton. Qui a été un vrai beau succès, qu'on a joué longtemps, et puis qui a été pris en direct sur M6, etc. Et puis je viens de terminer la tournée, puisque Gad... étant parti sur des activités de one-man show, il a été remplacé par Patrick Chenet, avec qui j'ai été en tournée là, je viens d'arrêter il y a 3 jours.
la tournée. J'ai joué l'année dernière avec Matt Pokora, du même auteur, Adrien Raca. La vie est ainsi faite, cette pièce était écrite pour Jean-Paul Rouve et moi. Et il y a 2 ans, à cause du Covid, le tournage des Tuches était décalé. Bref, Jean-Paul m'appelle un jour en plein été en me disant écoute, je pourrais pas faire la pièce, etc. Bon, je lui dis bah, c'est pas grave, c'est la vie, on en fera une plus tard. Et 5 minutes après, sur la plage, il n'y a qu'à moi que ça arrive, des trucs comme ça. Il y a Matt Pokora que je rencontre, que je connais un peu, qui me dit j'adorerais jouer au théâtre avec toi. Et je lui dis bah tiens, il y a une pièce qui est libre, là, si tu veux. Et voilà, et du coup on a joué avec Matt, on a eu là aussi beaucoup de chance, ça a eu beaucoup de succès. Là aussi il y a eu une diffusion en direct sur M6, donc tout ça a bien marché. Et puis est arrivé, je voulais faire une pause cette année au théâtre pour aller un peu plus au cinéma, pour écrire des choses. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit une pièce. Et puis il y a des rencontres qui ne se refusent pas. C'est Francis Weber qui m'a appelé pour me proposer sa nouvelle pièce. Il a 83 ans, il a écrit une pièce et on ne refuse pas une rencontre avec Francis Weber, qui est le patron le absolu de la comédie. Et il m'a dit une chose très jolie, parce que comme je voulais arrêter un peu le théâtre, parce que ça fait en gros peut-être 17 ou 18 ans que je ne quitte pas les planches, vraiment, de manière intensive. Donc j'avais envie de faire une petite pause en me disant peut-être que les gens vont en avoir marre de me voir tous les ans au théâtre, tous les 2 ans. Et je lui dis, Francis, est-ce qu'on ne peut pas repousser un peu la pièce? Et il m'a dit, bah, j'ai 83 ans, tes mois et les miens n'ont pas la même importance. Donc si tu veux bien, et donc c'est irrésistible. Et puis en plus, il me fait l'honneur de me choisir pour incarner un premier rôle de pièce. Donc évidemment que j'ai dit oui. Et donc je vais retrouver dans cette pièce, on va commencer les répétitions en pas longtemps, Stéphane Metzger, qui va jouer avec moi, avec la sublime Katharina Murino. Si les gens ne savent pas qui c'est, ça a été une James Bond girl, c'est une comédienne star en Italie et en France qui joue dans une série maintenant avec Thomas Sisley, dont j'ai oublié le nom, mais voilà, qui est une comédienne formidable, et une autre qui s'appelle Aline Gaillot. Voilà, donc ça c'est mon actualité du moment. J'ai tourné un peu au cinéma avec Philippe Lachaud dans Alibi.com numéro 2, qui est en train de tourner, là j'ai fait avec Alexandra Lamy, on joue un couple un peu fou. Et puis j'écris en ce moment un film que j'espère pouvoir réaliser, parce que le théâtre et la télévision, via Top Gear, etc., est tellement chronophage que finalement, je n'arrivais pas à initier mes propres projets. Et je n'ai fait que 2 longs métrages dans ma vie en tant que réalisateur, mais j'ai envie d'en faire un 3e, et je suis en train de l'écrire là en ce moment. Donc c'est plutôt une période assez calme, assez reposante, et pleine de rebondissements, parce que c'est comme ça qu'est foutu notre métier, quoi. Je rebondis sur des questions qu'on nous a posées quand on disait tiens, on va recevoir Philippe Lelouch, ce que vous voudriez savoir. Le jeu de la vérité, il y aura une suite? Alors, il y avait eu une suite, on avait fait le jeu de la vérité numéro 2 qu'on avait joué ici. Cette pièce, c'est un miracle. En fait, c'est la première pièce que j'écris. Pour être tout à fait honnête, je l'ai écrite il y a 20 ans, c'était pour me donner du travail, en donner à ma femme de l'époque et à mes copains. Je ne peux pas penser que c'est une pièce qui va devenir un peu culte, qui va être jouée dans 17 pays, etc. À ce moment-là, je ne peux pas penser ça. Mais la plus belle des récompenses, c'est que cette année, j'ai un fils qui a grandi, ce qui me ramène que je ne suis plus un jeune acteur qui démarre, et qui a 27 ans, et qui a repris le jeu de la vérité, et qui l'a monté à Paris. Et donc, 20 ans après, elle a encore rencontré un public avec la fille d'Estelle Lefébure et de David Hallyday, et Masmet, la petite fille de Johnny. Et donc mon fils et moi, je joue avec Estelle en tournée, et tout d'un coup, nos enfants se retrouvent sur scène, c'est très bizarre. Donc c'est assez étrange. Donc du coup, Michel Drucker a invité nos enfants en disant, vous reprenez la pièce de vos parents, etc. Il y a un truc très fort de mon fils qui reprend la première pièce que j'écris pour jouer mon rôle, parce qu'il ne se simplifie pas la tâche. Mais en réalité, voilà, ça marche, ils partent en tournée, donc on n'a plus l'âge de jouer cette pièce. C'est clairement une pièce qui était faite pour des mecs qui avaient 35 ans. Ils retrouvaient une copine d'école, etc. Donc ils étaient amoureux. Aujourd'hui, à nos âges, tout ça est plus crédible. On ne peut plus jouer cette pièce. Il faudrait faire le jeu de la vérité 20 ans après. Non, on a fait... Bizarrement, j'ai écrit 5 pièces de théâtre avec la même bande. Les gens y voyaient une suite, alors que pas du tout. Mais bon, parce qu'on a pris l'habitude avec Christian Vadim, David Brécourt et à l'époque Vanessa Demouy de jouer ensemble. Voilà, mais est-ce qu'on va rejouer? La question, est-ce qu'on va rejouer ensemble? Bien évidemment qu'un jour, j'ai envie de remonter avec David et Christian sur scène, parce que c'est mes potes de toujours, c'est mes copains de théâtre, on a vécu des succès extraordinaires ensemble, inattendus et extraordinaires. C'est cette chance toujours merveilleuse de la rencontre à un moment d'une écriture, en l'occurrence cette fois-ci c'était la mienne, et d'un public
qui tout d'un coup se fidélisent et viennent nous voir et suivent. Il y a une espèce d'esprit de troupe comme ça, que évidemment je ne veux jamais perdre. Il y a juste un moment où on a envie, chacun, parce qu'on a fait 15 ans sur scène, quasiment à jouer mes pièces, à être ensemble, où on a envie d'aller vers d'autres aventures. Je suis ravi d'aller jouer avec Francis Weber, avec Gad Elmaleh, etc., ce que je n'ai pas pu faire pendant des années, parce qu'on jouait tout le temps tous ensemble au théâtre, mais c'est merveilleux, ça reviendra. C'est marrant parce que je peux coller ça par rapport à hier, où on avait donc Légitimus, Pascal, et il y avait Bruno Moineau, et c'est les Inconnus, et l'autre c'est le Splendide. Le Splendide des Bronzés, et en fait, vous avez le même parcours, tu as fait, sans le savoir directement, ta famille, la bande à Lelouch, c'est un groupe comme les Inconnus, etc., où chacun a finalement, vous avez été ensemble, ça cartonne, et puis individuellement, moi j'ai Christian qui tourne avec sa femme, il y a David, en plus que tu as pris pour la mise en scène de mon fils, des petits, de vos gosses là. Donc on reste quand même dans la même oui, mais parce que c'est une histoire d'abord. Et ça marche en fait pour tous les trois. Ouais, et puis il y a un truc de. Et puis là-dedans, il y a un mélange de plein de choses. Évidemment qu'il y a l'amitié, qui est de l'amour finalement. L'amitié, c'est. Et puis il y a de la superstition. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand ça fonctionne, tu dis on ne change pas une équipe qui gagne. Il y a quelque chose comme ça. Et puis on se connaît par cœur. C'est très facile. Je le découvre pour un auteur. Quand on écrit pour des gens qu'on connaît, on a la musique. C'est d'ailleurs très anxiogène pour moi, là, en ce moment, de travailler avec Francis Weber, parce que je sais que c'est quelqu'un qui travaille à la virgule près. J'en ai parlé avec Thierry Lhermitte, j'ai entendu Jean Rochefort en parler à l'époque, etc. Il est capable de t'arrêter, de dire, il y avait une virgule, là. Hein. Okay, donc il est très précis, et je suis ravi, moi, d'être au service d'un metteur en scène. Mais moi, quand j'écrivais, je comprends tout à fait ce qu'il veut dire, parce que quand j'écrivais, j'avais la voix de mes copains dans la tête, et je sais exactement quelle musique ils vont me donner. Ce qui est merveilleux, c'est quand ils me surprennent, quand ils font encore mieux, et c'est arrivé plein de fois que ce que j'avais écrit. C'est merveilleux d'ailleurs pour moi qui ai la chance de temps en temps de diriger des autres comédiens, et j'adore ça. Je pense même que je préfère ça à jouer. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'avoir un instrument, souvent des Stradivarius que sont les acteurs, et de dire je veux entendre cette musique-là. Et tout à coup, non seulement ils vous la donnent, mais parfois ils vous donnent encore mieux que ce que vous avez imaginé. C'est merveilleux ça. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point l'histoire prend forme avec des acteurs. Tout d'un coup, toute l'émotion qu'ils mettent hier. Je ne sais pas si les gens qui sont là ou ceux qui nous regardent étaient hier soir dans Maison de retraite, mais ce qui m'a le plus fasciné dans ce film, les gens ne se trompent pas, quand ça fait plus de 2 millions d'entrées dans une période où le cinéma est mort, c'est qu'il y a un parfum de vérité absolue tout le long. Il y a une histoire, il y a évidemment de la comédie, il y a beaucoup de tendresse, moi j'ai eu la larme à l'œil, mais il y a une vérité. Et cette vérité-là, c'est ce qu'on cherche tous quand on écrit ou quand on fait de la mise en scène, ou quand on est acteur au service d'un metteur en scène, c'est d'exprimer quelque chose comme si c'était vrai. Voilà. Et quand on est dans la vérité, on le sent d'ailleurs quand on joue souvent, on se dit tiens, celle-là elle est bonne. On sait que le metteur en scène va dire cette prise-là elle est bonne. Parce qu'à coup, il y a un parfum de vérité, il y a un truc qui vous arrive, un petit miracle qui fait que vous êtes tout à fait juste. En fait, jouer la comédie, c'est entre la vérité et le mensonge. Voilà, c'est la spontanéité. Et ça, c'est très compliqué. Un acteur qui joue bien, c'est un type qui est entre la vérité et le mensonge. C'est-à-dire, cette espèce de spontanéité qui fait qu'un acteur est formidable. Tu as raison, c'est la recette du succès. J'ai bien vu hier, les gens se sont retrouvés. Bien sûr. Plus, c'est pas larmoyant, je veux dire, c'est une vraie comédie, on rigole, et puis mais le sujet est profond, et puis les gens se sont retrouvés, et puis on a besoin en ce moment de... Je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, les gens ont envie de rire, quoi. On a envie de rire, envie de transmission. Il y a, nous qui sommes... Nous, pas idiotement, voilà, c'est ça. Ouais, nous, on a l'impression, on en parlait tous les trois hier soir, on a l'impression d'être encore, parce que ce métier va tellement vite, moi j'ai l'impression d'être arrivé hier, d'être encore un jeune acteur. Je me rends bien compte qu'il y a des mômes de 20 ans qui m'appellent monsieur, tout ça. Bon, j'ai bien compris qu'on n'est plus des jeunes premiers, ça, mais on a grandi avec cette admiration, ce respect, et quand on rencontre des acteurs plus âgés, on a tellement côtoyé. Moi j'ai eu la chance d'être très ami avec Jean-Paul Belmondo, etc., de voir des monstres comme ça nous parler, nous raconter ce métier qui nous fait vivre. Ce métier qui nous tenait, c'est-à-dire qu'on est des rescapés sociaux, nous. Si on n'avait pas fait ça, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est d'ailleurs quand je donne des masterclass, moi, au cours Florent, à des jeunes acteurs qui me disent comment faut faire pour réussir. Si on avait une recette, je la donnerais à mes enfants. Il n'y en a pas. Et je leur dis surtout, si vous pouvez faire autre chose, faites autre chose. Parce que ce métier est d'une violence absolue. Il y a Gérard Louvain, cette phrase est célèbre, qui disait « il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain ». Et c'est vrai. Il y a 10 années où personne ne vous connaît, où c'est difficile, où c'est compliqué, où tout le monde veut faire ce métier-là, et puis il y a un matin, ça rigole. Quand ça rigole, c'est merveilleux, quand on a cette chance.
Donc quand on rencontre des grands, moi évidemment que j'ai voulu devenir acteur en regardant Jean-Paul Belmondo. Quand un jour Jean-Paul Belmondo m'appelle pour déjeuner avec moi, évidemment que je me dis waouh, c'est Bébel, c'est Belmondo, et il était encore mieux pour ceux qui en doutent, il était encore mieux dans la vie qu'il était au cinéma. C'est-à-dire que c'était un vrai héros, même dans la vie. C'était un type extraordinaire. Voilà, donc la transmission, on oublie aujourd'hui, on vit dans une époque un peu bizarre, je pense qu'elle va tourner, moi, mais où on a l'impression qu'il y a un manque de respect ambiant, etc. Mais il y a juste un petit manque de communication, mais quand on fait l'effort d'aller chez les vieux, que nous allons devenir bientôt, et qu'on va demander comment il faut faire, des conseils, etc., tout ça nous enrichit en permanence. Et ce film-là, il parle de ça, de générations qui se retrouvent. Tout d'un coup, il y a une phrase très belle dans le film d'hier, quand Daniel Prévost dit « Qu'est-ce qu'il y a mieux à notre âge que de se sentir utile ?» Voilà, c'est quand on est utile, on est vivant. Donc ce truc-là, c'est le message du film, et on s'en rend bien compte, nous, tous les jours. On ne va rien inventer. Nous, par exemple, les comédiens, ou même les auteurs, on ne va rien inventer. Tout a été fait, depuis Molière. Tout a été dit, tout a été fait. Donc notre métier, c'est la somme de tout ce qui existe, plus qu'on y ajoute. Plus notre petit truc à nous. Alors par chance, les gens vous aiment ou vous aiment pas. Quand ils vous aiment bien, c'est merveilleux. Quand ils vous aiment pas, il faut faire en sorte qu'ils vous aiment. Mais c'est un métier très compliqué pour ça. Donc voilà, mais c'est le plus beau métier du monde. Je peux pas te dire autre chose. Bah, c'est en tout cas une belle, je veux dire, c'est une belle présentation du métier de comédien et de l'amour que vous apportez au public et qui vous rend, parce que quelque part, quand on a des scènes, une salière qui est une innovation qui se retrouve, et on dit oui, le cinéma, c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, on parlait du prix des places, c'est pas facile, et la concurrence du cinéma, ça va devenir compliqué pour le cinéma d'avoir... C'est super compliqué, ouais. Maintenant avec les plateformes, etc. Donc c'est vrai que le théâtre, on ne pourra pas le remplacer. Non. Le théâtre, tu ne peux pas copier, c'est au théâtre, il va aller voir. Et il faut capter une pièce, c'est bien, mais c'est... Non, puis ça ne se télécharge pas, c'est pas pareil. Exactement. Donc alors maintenant, vous autres comédiens, Édouard et Stéphane, bon, Stéphane, parce qu'il est venu il y a quelques années, donc à l'époque de RIS, donc tu repars sur un projet avec Philippe. Avec une chance extraordinaire. On s'est couché un peu tard, je suis assez impressionné. T'as l'air plus réveillé que moi, mais en tous les cas, on a un peu refait le monde. Ça fait plaisir de se retrouver. Édouard, je ne l'avais pas vu depuis 3 ans, alors qu'on a passé 6 mois ensemble, donc quand on se retrouve, c'est un vrai bonheur. Et puis Philippe, c'est un véritable ami, parce que oui, j'ai joué dans RIS il y a 10 ans, donc on était venus. Bon, c'est vrai que c'était assez flamboyant, c'est une série assez prestigieuse, on faisait des scores de 11 millions qui n'existent plus aujourd'hui, parce qu'il y a Internet, il y a les plateformes, etc. Mais après, des fois, les parcours de comédien, ça peut être compliqué quand on a été vu pendant un certain temps, on est un peu catalogué sur un personnage. Donc, moi, j'ai eu la chance, parce que voilà, ça s'est fait comme ça, d'avoir du travail un peu régulièrement. Donc, j'étais un peu tranquille. Et puis, quand ça se calme, quand ça s'arrête, à un moment donné, on se dit, mais il va falloir se bouger. Et du coup, je me suis un peu bougé, j'ai essayé... J'ai quitté Paris après être resté 30 ans, je vous raconte un peu ma vie, c'est un peu perso. J'avais envie de voir autre chose, donc je suis descendu dans le sud, vivre à Sainte-Maxime. Et puis j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire là-bas qui m'a proposé son théâtre pour monter un texte qui me tenait à cœur. J'ai filmé un petit bout et j'étais un peu dans le désarroi en me disant mais... qu'est-ce que je vais faire de ça? Le public, on était 20 dans le théâtre, mais avait vraiment reçu le texte et il y avait quelque chose, donc je me suis dit, continue, donc j'avais mon bâton de pèlerin et je me suis dit, mais je connais personne dans le théâtre, à part mon ami Philippe Lelouch que j'avais rencontré il y a 20 ans, mais les rencontres c'est comme ça, il y avait une histoire un peu d'amitié qui s'était créée sur un film, Michel Vaillant, et j'avais toujours son téléphone, et j'étais sur un banc dans un parc, et je me suis dit, appelle-le, quoi. Et Philippe, c'est un véritable ami, parce que quand il décroche, je fais « Stéphane Metzger, mon ami, comment tu vas ?» J'ai dit, quel bonheur, quoi, d'être accueilli comme ça. Donc tout d'un coup, je me détends, je dis « Ça va super, qu'est-ce que tu deviens ?» Je vis à Sainte-Maxime, tu déconnes, mais j'arrive aujourd'hui à Sainte-Maxime. Donc on se voit quand? Je dis « Quand tu veux, mon pote. Ce soir, passe à la maison, viens bouffer. » C'est la Voie lactée, ça se passe rarement comme ça. Hein.
Moi non, j'appelle ça quand les choses sont écrites. C'est écrit. C'est l'alignement des étoiles. C'est écrit. Et tout d'un coup, moi je suis obnubilé par ma pièce et je lui dis ouais, je galère un peu. Il fait reviens au théâtre. Je dis justement, tiens, je te le montre, hein, c'est un peu couillon, mais voilà, un petit extrait. Et j'ai senti qu'il s'est dit et pourquoi ce serait pas mon personnage du journaliste, parce que je vais jouer un journaliste au départ un peu dépressif, ce que je ne suis pas aujourd'hui, j'ai l'impression d'être bien. Mais il a vu en moi la capacité de jouer ce personnage. Et un jour, quelques jours après, il dit « Passe à la maison manger une pizza avec ma compagne. » Je rigole parce que c'est vraiment comme dans les cadeaux de Noël. Là, il me dit « Mais comme ça, j'arrive. » Il fait « Bon, ça va ?» Je lui dis « Ouais, ça va, super. » Il fait bon, on va jouer à la rentrée au Théâtre de la Madeleine dans la nouvelle pièce de Francis Weber, mise en scène par Francis Weber d'ailleurs. On va l'appeler, il est à Los Angeles. Ouais, j'ai pas travaillé depuis un bout de temps, je suis pas au top de ma forme pour faire people et tout. Oui, bonjour. Oui, donc Stéphane. Oui, bonjour Francis. Et c'est surnaturel. Et après, il me passe le producteur et puis les choses se font comme ça. Donc, ça, je peux pas l'oublier, je l'oublierai jamais, quoi. Donc, voilà. Merci à mon ami. Non, arrête. Si, c'est... Ouais, mais c'est exactement ce que je disais, c'est que c'est un métier aussi d'amitié, mais et aussi un métier très ingrat. C'est-à-dire que souvent, là, vous avez des traversées du désert qui peuvent être courtes, moyennes ou longues. Et j'ai dit, moi, on m'a souvent pas reproché, mais dit, tiens, t'as beaucoup de vieux dans ton festival. Et tout. Je dis, oui, mais merde. Quand tu as des gens comme Lautner, comme Pinotto... Jean-Pierre Castaldi, là, on a passé la matinée à discuter. Heureusement que c'est des gens qui sont populaires et que je veux garder... hier soir, Marthe Villalonga, c'est pas un secret, elle ne voulait pas faire le film de Thomas. J'ai vu Marthe, j'étais chez elle, j'ai dit, écoute, fais-le, parce que tu verras que Thomas, il est agréable. Et je lui ai dit à Thomas, fais pas des phrases trop longues, parce que maintenant, elle a tellement fait de choses qu'elle n'a pas envie de se prendre la tête. Elle le fait, elle fait super. Je trouve ça génial. Sauf que Marthe, maintenant, ça y est, elle va profiter d'un calme. Elle ne veut plus faire de théâtre, de cinéma. Je trouve que c'est une belle fin de rôle, je veux dire, parce qu'elle est vraiment très marrante. Elle fait rire. Et tu vois, et voilà, maintenant elle a passé 90 ans, et c'est une vieille dame qui va profiter et finir sa vie à Cannes, tranquillement, et profiter. Ce que je lui souhaite, c'est de finir sa vie dans les croisières, parce qu'elle adore ça, elle veut faire que des croisières. Je dis bravo, celle-là, c'est une belle... Mais si moi je m'occupe pas de ces gens-là, honnêtement, Georges Lautner, t'es bien placé pour le savoir, quand tu l'as vu, il était là tous les ans, Pinotto aussi. Moi je l'avais vu il y a 10 ans. Tu vois, ils étaient là, ils étaient heureux. Parce que tout le monde les reconnaissait, ils me disaient mais qui c'est qui se souvient de mes films? J'ai dit, tu rigoles Georges? Regarde les gens, hop, ils te sortaient toutes les phrases de Audiard. Tout le monde connaît, je trouve que c'est bien. Donc c'est un métier ingrat. Ouais. Mais par contre, parce que ça va vite aujourd'hui. Et par contre, il y a des familles et des gens comme Philippe qui sont des piliers de l'amitié et qui ont une bande et puis une petite bande et puis ils rajoutent des petites capsules et ça fait toujours les arbres. Et les arbres sont toujours là. Oui, mais encore une fois, ça me paraît être la moindre des choses sur l'ingratitude. Oh, c'est pas évident, tu dis, toi. Ouais, mais bon, faut savoir qui on est. Mais après, il y a sur l'ingratitude, je pense que la vie est ingrate, que tous les métiers sont très ingrats, que nous, on est des enfants gâtés. Il n'y a rien qui m'énervait plus. Je vous fais une confidence aujourd'hui, quand j'entendais à la télévision pendant le confinement, la culture est essentielle. Non, elle n'était pas du tout essentielle. À ce moment-là, ce qui était essentiel, c'est de sauver sa peau. À l'époque, on ne savait pas où allait nous mener cette maladie. Et les acteurs qui pleuraient parce que tout d'un coup, ils faisaient plus de scène ou plus de cinéma, j'aurais préféré qu'ils la mettent en veilleuse. À ce moment-là, on avait tous envie de prendre soin de nos grands-parents, nos parents, nos proches. La culture n'était pas essentielle. C'était essentiel pour eux de se montrer, parce qu'on fait partie de cette race-là de gens un peu perturbés, qui ont absolument besoin qu'on parle d'eux. Voilà, bon, mais à ce moment-là, ce n'était pas essentiel. C'était certainement essentiel pour les artistes, pas pour le public. En revanche, ce qui est essentiel, c'est de venir donner aux gens, je pense qu'on a cette responsabilité, le meilleur de nous. C'est-à-dire de dire, quel que soit ce qu'on raconte, d'apporter quelque chose, une petite pierre à l'édifice, un tout petit truc. De parler, non pas de politique, parce que c'est pas du tout notre boulot, et puis il n'y a rien qui m'agace plus que les acteurs ou les artistes qui donnent leur opinion politique. On s'en fout, on n'est pas là pour ça. Nous, ce qu'on doit donner, c'est un peu de rêve, un peu de plaisir, un peu de rigolade, un peu de réflexion, un truc qui nous touche. Plus on est personnel, plus on est universel. Mais surtout, j'ai eu le sentiment d'être élevé par les gens que j'ai eu la chance de fréquenter, comme Jean-Paul Belmondo, comme
Jean-Pierre Cassel, etc. C'est ces gens qui m'ont fait grandir, qui sont des acteurs pour lesquels j'avais beaucoup d'admiration. Par exemple, je ne comprends pas quand on est artiste qu'on puisse refuser une photo. Voilà, on a tout fait pour arriver à ça. Ok, les choses soient claires. Ce qui est tragique pour un acteur, c'est quand il n'est jamais pris en photo. C'est sa carrière. Voilà. Oui. Donc quand les gens viennent vous demander des photos, la moindre des choses, c'est de leur rendre cette politesse. Parce qu'on aurait tous signé à 15 ans en disant « t'aimerais bien un jour que les gens t'arrêtent dans la rue pour faire des photos ». Donc on s'en fout de l'humeur dans laquelle tu te trouves, on se fout de ce que tu vis. Ton devoir à ce moment-là, c'est de faire la photo qu'on te demande parce que c'est ces gens-là qui te font exister. Voilà. Ça, c'était une petite précision. C'est vrai. Bravo. Pour tous les fans que moi j'ai vu aussi, et c'est pour ça que des festivals de rencontres comme ça, pour moi c'est agréable parce qu'ils peuvent vous faire prendre en photo, faire signer, c'est la moindre des choses. Et de connaître des anecdotes, tu vois, ce genre d'interview, je trouve que quand tu passes sur les réseaux, ça vous permet d'avoir des anecdotes qu'on n'aura jamais en vous rencontrant, en croisant comme ça, tu vas pas raconter ta vie. Ce que vient de dire Stéphane sur la rencontre avec toi, ça porte le personnage. Et j'ai une anecdote qui est géniale par rapport à Jean-Paul Belmondo, que j'ai apprise hier. Parce que hier j'ai reçu donc Castaldi et Stevie Boulet. Ouais. Stevie Boulet, pour moi c'était l'animateur de télévision. Oui, mais Love Story. Les mecs qui sortent de là. Le mec hier il a parlé, il a ému tout le monde parce qu'il a dit mais moi je sais d'où je viens, je suis rien. J'ai une famille, on mangeait, ma mère ne mangeait pas pour nous nourrir nos 2 enfants. Et tu te dis et c'est Jean-Paul Belmondo qui lui a payé les cours. Pour pouvoir faire, je te jure, Jean-Paul et Castal dit mais non tu confonds, c'est le frère. Il a dit non, Jean-Paul Belmondo qui m'a dit toi, humainement, t'es quelqu'un de bien, il te faut combien et tu vas prendre tes cours. Mais non, mais c'était tout Jean-Paul. Tu vois, c'est quand même, je te dis, un Stevie Boulet. La rage des seigneurs. C'est fou ça. Jean-Paul avec l'humour qui le caractérise me dit bon, faut pas refuser des photos, nous on avait la chance, il n'y avait pas de portable, donc il fallait un papier, un crayon pour que ça allait plus vite. Voilà, parce qu'aujourd'hui tout le monde a un portable sur lui qui peut faire une photo. Mais il me dit, ton devoir c'est de ne pas refuser. Donc, et au même titre que Jean-Paul, comme Jean-Yann, qui étaient des types pour qui moi j'ai la plus grande admiration, non pas pour un appel, comment dirais-je, nostalgique à la virilité désuète, mais c'était ce que j'appelle des hommes. Voilà, c'est-à-dire qu'ils avaient ce sens de la parole, ce sens de l'amitié, ce sens du respect, etc. Et les deux avaient ce truc en commun, et Jean-Yann et Jean-Paul Belmondo, quand ils faisaient des films, parce que les films se montaient sur eux, quand on a cette chance que j'ai un peu aujourd'hui d'avoir du succès au théâtre et de pouvoir avoir cette chance de choisir mes partenaires, c'est de dire, et les deux avaient ce réflexe-là, à leurs femmes souvent, qui bosse pas dans les copains en ce moment. Alors Nicole Calfan, qui était par exemple la compagne de Jean-Yann, elle disait bah, Daniel Prévost, machin, bon bah dis-lui qu'il est engagé. Voilà, c'est ça aussi notre métier, c'est ça aussi d'être un homme. C'est-à-dire que si on se prétend ami avec quelqu'un, c'est être là quand il faut, sinon ça n'a pas de sens. Ça me rappelle, tu sais, l'anecdote des Tontons Flingueurs, quand Georges disait, moi quand j'ai voulu faire, j'avais mon équipe. Donc il était hors de question que je ne tourne pas un film sans mon équipe. J'ai signé avec la Gaumont, et la Gaumont dit, bon, vous allez jouer, l'acteur principal, ce sera Jean Gabin. Bon, Georges qui n'est pas connu, va jouer avec Jean Gabin. Donc Jean Gabin reçoit Georges, il lui explique le film, et Jean Gabin dit « j'ai pas trop bien compris le film, ce genre de film, c'est ok, et je tourne avec mon équipe ». Le teneur se dit « merde, j'ai tout fait pour tourner avec mon équipe, et maintenant il va falloir tourner avec son équipe ». Et il dit bah, « ça va pas être possible, moi j'ai mon équipe ». Donc Gabin dit ça à la Gaumont, et c'est Audiard qui défend Lautner en disant ben non, donc Gabin n'a pas voulu le faire, et c'est comme ça que Ventura a fait le rôle. C'est quand même j'adore ces histoires. Tu vois, non, mais c'est des histoires. Et il a dit mais moi je les avais tous là, ils attendaient la sortie du rendez-vous pour me dire alors t'as signé pour 2 films. Et il a dit il a tellement eu peur qu'ils ont fait le premier film et ils ont fait le deuxième enchaîné avant d'être payés pour pouvoir être sûr d'être payés pour les 2. C'était le truc, tu sais, sur la barbite, quelque chose flotte, tu vois, ce film-là. Pour te dire, l'équipe, et Lautner, jusqu'à sa mort, il a tourné avec la même équipe, tous. Oui, entre les comédiens, comme tu disais. C'est pas compliqué. C'est rare. Mais c'est pas compliqué d'être quelqu'un de normal, en fait. Aujourd'hui, assez c'est compliqué. Non, je pense pas. Je pense qu'on se complique la situation. Mais je pense qu'il y a, c'est tout à fait respectable, quelqu'un qui est non pas têtu, parce que ça peut être idiot, mais qui est campé sur des positions humaines. C'est humain, c'est ça, c'est pas têtu, c'est pas chez les familles, je vois mal leur dire. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, tenir parole, par exemple, qui est un truc qui a tendance à disparaître, de dire je te donne ma parole, je ne crois pas que ce soit très compliqué. Je crois qu'après, en revanche,
voilà, moi j'ai toujours tendance à penser que les tricheurs sont démasqués un jour ou l'autre, voilà, et tous, et que voilà, donc il y a un moment quand on est ce qu'on est, mais c'est très très important, je pense, et là il ne faut pas être acteur, enfin on sort du sujet, je vous prie de m'en excuser, mais c'est tout simplement dans la vie de se raser devant la glace ou de se regarder le matin en disant bon, je suis pas complètement pourri, quoi. Ce que je dis je le fais, je fais ce que je dis, c'est pas si compliqué que ça, et moi en tout cas s'il y a un truc que j'ai envie de transmettre à mes enfants et s'ils ont envie de le recevoir, c'est ça, c'est sois un homme, voilà, c'est-à-dire sois honnête. Voilà. Et dans les moments durs, ne pas se replier sur soi-même en disant non, mais aller vers les autres, parce que voilà, c'est comme ça qu'on fait des rencontres. Et merci les festivals pour ça, parce qu'on fait des rencontres ici aussi, quoi. Bah, c'est le principe, et tu vois, maintenant je vais passer à Édouard, parce que Édouard, bon, je le vois partout, et c'est vrai que c'est un personnage que j'aime bien. C'est partie de ces Nous gens. aussi on l'aime bien. Voilà. Les gens l'aiment. Moi je l'aime beaucoup aussi. Ouais. Par contre il n'est pas très malin, vous allez voir, il est pas. Mais il est sympathique. Non. Et là, vous savez quoi, je vais dire tout le contraire de ce qu'ils ont dit. Bon, comme ça, il va casser les mythes. Alors Édouard, toi ton actualité. Mon actualité, je suis dans un festival que j'aime beaucoup. Ah, super. Que tu découvres mais que tu aimes. Que je découvre, vraiment. Mon actualité, c'est quoi, mon Dieu? Déjà, ça aussi, c'est bien d'avoir une actualité. Parce qu'effectivement, et comme tu le disais, il y a des traversées du désert. Et sans chameau, t'as soif. Et là, non, je suis sur un téléfilm avec Philippe Basse, réalisé par mon ami Julien Seri. Film un peu musclé, hein, quand même. C'est Philippe Basse qui drive l'affaire. C'est vraiment bien. Ça s'appelle Le Sentier des Loups pour France 3. Avec une petite bande de jeunes qui sont adorables, mais vraiment. C'est bien aussi quand on rencontre des jeunes comédiens qui sont bons et qui demandent pas notre expérience, mais on aime bien jouer avec eux. Moi, j'appelle ça jouer au tennis. Il y a du répondant, ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. On tourne à Marseille et aussi dans les environs. Très belle région, voilà, je kiffe. J'ai eu la chance de jouer aussi au Rond-Point, mais alors c'est au mois de février quand même, une pièce de Christine City. Mise en scène par Jean-Louis Martinelli, et puis alors jouer au Rond-Point, mon Dieu, quel plaisir, vraiment. Quand on m'a viré, j'ai joué que 2 semaines, et franchement je m'accrochais pour pas qu'on me vire, parce qu'il y a un moment, t'es bien dans une loge. Moi j'habiterais dans une loge, c'est vrai. Puis à un moment on dit, monsieur, il faut que vous rentriez chez vous, c'est compliqué. Donc voilà, mais normalement je suis censé retrouver Jean-Louis Martinelli pour un Molière, L'amour médecin, et pas loin, parce que vers Aix, voilà, pour décembre. Ça c'est à mon actu, mais en même temps j'essaie aussi d'écrire, parce que c'est bien aussi d'écrire, de faire les choses par nous-mêmes, et ça c'est quelque chose que je conseillerais à tous les jeunes comédiens, même les vieux qui débutent. Écrivez. Faut écrire, faut lire, franchement, faut s'ouvrir un petit peu, faut essayer plein de choses. Et je suis halluciné, moi, de rencontrer Philippe, on se connaissait, tu vois, mais de le voir là maintenant, et de voir tout ce qu'il fait, Top Gear, plein de choses. Mais qui garde les enfants? Bah non, de toute façon, t'as des grands enfants. Et je me suis dit, et la première du jeu de la vérité de ton fils, tu vas flipper plus que lui ou pas? J'ai eu terriblement peur, évidemment. Et puis en plus, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que là, on se dit, oh là là, le pauvre, il est... Et puis on a joué le rôle. Donc tout à coup, toutes les répliques, puis je l'ai écrit. Alors, toutes les répliques me venaient, et puis tu vois ton petit bout de chou, c'est très très émouvant, quoi, que tu vois encore comme un bébé, mais qui a 27 ans, et puis qui joue le rôle de son papa. C'est quelque chose de... Et en même temps très angoissant, parce que je sais dans quel métier il est rentré, et je sais à quel point c'est compliqué, et à quel point... Et quand on me dit... Ça me fait toujours sourire quand on dit mais le piston ça aide quand même, je dis c'est pire. La preuve, sinon le fils Belmondo ou le fils d'Alain Delon seraient déjà des stars énormes. Il n'y a pas de piston dans ce métier, ça n'existe pas. Sinon, oui, on a accès aux gens plus facilement, mais c'est pire. Mon fils par exemple, qui porte le même nom que moi et celui de son oncle, Gilles, il arrive dans une carrière de cinéma et de théâtre où tous les deux on a fait un petit peu notre place. Il est immédiatement repéré. Gilles et moi, quand on allait passer des castings, quand on était môme, si on était mauvais, le directeur de casting l'avait oublié dès qu'on avait claqué la porte. Aujourd'hui, quand il voit mon fils, il ne va pas l'oublier. Donc je lui dis, fais attention. Donc c'est encore pire. Donc les gens se trompent là-dessus. Alors c'est des enfants de la balle, c'est vrai, ils ont grandi. Moi, ce qui me faisait peur, c'est qu'ils ne se souviennent pas des moments difficiles. Parce que quand ils sont nés, ça commençait à marcher. Donc ils ont vu des vedettes à la maison et ils ont l'impression que c'est un métier facile. Enfin, c'est ce que je pensais. Et en fait, ils sont tout à fait conscients de la difficulté de ce métier et de leur statut. Donc ils ont ce truc-là immédiat. Donc évidemment qu'on tremble pour eux, mais on peut pas. Et puis il y a ce rapport-là aussi, je vais en parler à Stéphane, parce que je sais que Stéphane, il a une fille aussi qui est comédienne. Ouais, et moi j'ai un fils qui a 13 ans, et avec mon fils, on est direct. Moi je lui dis, écoute, il s'appelle Naïl, je lui dis, tu chantes pas mal, ta soeur chante mieux, tu danses mais merveilleusement bien. Et je l'ai mis dans une scène dans mon court-métrage, et il commençait à jouer, je lui fais...
C'est pas ça. Je trouve qu'on est encore dur avec nos enfants. Parce que c'est ça, le regard qu'on porte sur nos enfants. Et c'est là où il n'y a pas de piston. Si, on peut les mettre. Mais quand on trouve nos enfants pas bons, vaut mieux leur dire... Enfin, il y a un regard sur la qualité du jeu de nos enfants qui est parfois assez cruel. Moi, je suis dur avec mes enfants. Je suis très dur avec mes enfants. Attends, je fais un peu la promo pour ma fille parce que c'est ma fille et je l'aime et elle est extraordinaire. T'aimes ta fille, toi? Mais je l'aime, tu peux même pas imaginer. Est-ce qu'elle m'aime? Je sais pas. Mais j'espère. Mais elle joue dans une série qui s'appelle Cher Tendre, qui va passer dans quelques semaines sur TV, France TV /. C'est la chaîne un peu des jeunes de France Télévisions. La saison 2 est signée, alors je sais plus si c'est Disney ou Amazon, mais je crois rien que les droits, c'était le budget de la saison 1. Elle est incroyable, mais la conscience, en ayant vécu avec un papa comédien, qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc quand même. Donc elle fait plein d'autres choses, elle aime apprendre, elle fait des études, elle fait de la danse, plein d'autres choses, parce que c'est vrai que c'est difficile, et qu'il faut faire comme Philippe, dès le départ, écrire, monter des projets, pas attendre. C'est un conseil que vous donneriez tous les trois en tant que parents, c'est faites vos études, ayez une passion comme le cinéma, pourquoi pas. Faites vos études ou pas. Moi cette sélection des études, les études c'est essentiel parce que c'est censé donner une culture générale. Ne serait-ce que pour écrire, etc. derrière, ça sert. Maintenant, le bac ou le diplôme n'est pas une fin en soi, évidemment, on le sait tous. C'est mieux, c'est très rassurant pour des parents quand il y a un cursus en disant bon, il a au moins le bac, après il peut faire ce qu'il veut, etc. Mais en réalité, le chemin de la vie est beaucoup plus complexe. Et on se rend bien compte qu'on est tous passés par des chemins très différents, qu'il n'y a pas, comme je disais tout à l'heure, un chemin type pour le succès, quel qu'il soit. Mais c'est surtout, essayer de transmettre à ses enfants, de ne jamais avoir le sentiment d'aller travailler parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Voilà. Et ça, c'est parce que quand j'entends « ça va comme un lundi », c'est une expression de mec qui a un boulot de merde. Voilà, c'est pas le lundi qui pue, c'est ton boulot. Voilà, quand on dit ça va comme un lundi, c'est qu'on a raté un truc. Parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre du dimanche, du lundi, du mardi? Tant qu'il y a de la vie, c'est merveilleux. Et nous, on fait partie de ces gens qui travaillent. Souvent, on est comme les pâtissiers, hein, on a les mêmes jours de congé. Il n'y a pas de théâtre le lundi et le mardi. Voilà, bon, voilà. Mais le samedi et le dimanche, on travaille. Donc, c'est ce sentiment de faire ce pourquoi. Et moi, j'ai cette intime conviction qu'on a tous un talent. Ce qui est très difficile, c'est d'aller le chercher et d'aller le travailler. En fait, je crois qu'on est tous avec des qualités et des défauts exceptionnels, que beaucoup de gens exploitent leurs défauts parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Le défaut, c'est ce qui vient le plus facilement. Et la qualité, ça demande du travail. Mais ceux qui ont la chance d'aller chercher cette qualité-là et de la travailler, souvent on obtient quelque chose. Et ça, peu importe le diplôme. Le plus important aujourd'hui, c'est évidemment pas le pognon, on le sait tous, même si ça aide considérablement, c'est l'envie. Et souvent, quand on a l'envie, on a donc du talent et on a le pognon. Donc c'est un chemin, c'est juste un chemin à prendre de se dire qu'est-ce que tu as envie de faire. Moi, si mon fils demain est plombier et heureux tous les matins, d'ailleurs plombier c'est un bon exemple parce qu'il gagne plus que les acteurs hein, souvent, mais si, quel que soit le métier, s'il se lève avec le sourire, ça me va. C'est-à-dire que c'est absolument, on est censé supposément avoir qu'une vie, s'il faut la vivre comme on a envie de la vivre. Voilà. Alors après, ce côté privilège... Moi, j'ai une admiration folle pour les gens qui sauvent des vies. On en parlait ce matin, les gens qui sauvent des gosses, etc. Nous, évidemment, on est très exposés. Et il y a un côté qui fait rêver. Et tant mieux, on l'a fait pour ça, ce métier, mais on n'a rien d'exceptionnel. On a juste travaillé un peu plus notre art que les autres. On avait probablement une aptitude qu'on a absolument développée et un gros problème narcissique. Parce qu'il faut être complètement cintré pour aller se montrer devant des gens et parler dans un micro comme on le fait aujourd'hui. Donc on n'est pas tout à fait normaux. Il n'y a rien d'admirable là-dedans. Ouais. Ce qui est admirable, c'est des gens qui se mettent au service des autres. Et à la plus petite échelle, hein, le SAMU social jusqu'au grand médecin. Voilà. Et c'est marrant parce que tout ce que tu dis, je retiens, tu dis quelque chose de très évident depuis le Covid, c'est seule la vie est essentielle. Mais évidemment. Après le reste. Évidemment. La rencontre de l'autre. Moi, j'adore rencontrer des gens qui font des trucs que je connais pas. Chacun fait sa vie comme il veut. Il y avait dans mon jardin, pendant le confinement, un mec qui faisait de l'enrochement avec une grue qui arrivait à déplacer des blocs de pierre. Il se servait de la grue comme de sa main. Je suis resté 2 jours à l'observer en me disant comment il fait ça, le mec. Voilà, mais c'est ça qui et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on est tous tellement différents. Et cette différence, si tant est que je puisse avoir un discours qui n'est pas politique du tout, mais philosophique, plutôt que d'exacerber ce qu'on vit beaucoup en ce moment, les différences, en disant lui il est comme ça, lui il est riche, lui il est pauvre, il est riche, et machin, j'entends des discours qui sont complètement hallucinants, mais rencontrons-nous, voyons ce que l'autre fait. S'il est riche, moi j'ai tendance à vous dire regarde comment il fait la même chose.
Voilà, au lieu de dire « Ah, l'enfoiré de riche ». Celui qui... ça paraît tellement évident tout ça. Celui qu'on ne connaît pas va le chercher, va le rencontrer. Souvent tu vas être surpris de ce qu'il va t'apporter. Et aujourd'hui, on a tendance en permanence à stigmatiser l'autre dans sa différence, alors que c'est la différence qui fait qu'on va être essentiel dans la vie. Si vous saviez le nombre de gens que j'ai observé des fois dans la rue, sur des trucs... J'ai joué un débile là, pendant, dans l'invitation avec Gad Elmaleh. C'est en observant des gens. Tout d'un coup, tu regardes un tic, un truc, tu dis tiens, je vais m'en servir de ça. Ou tout d'un coup, tu refais un truc. C'est d'ailleurs, tiens, puisqu'on parle de ça, c'est la folie des acteurs. Vous allez vous engueuler avec votre femme, par exemple, ok, ce qui en soi n'est pas drôle du tout. Là où on est complètement frappé, c'est qu'à un moment, on va dire ah, tu commences. Et on se dit, ah, je vous jure que c'est vrai. Putain, c'est bien ce que je viens de faire là. Faut que je le retienne. Si un jour je joue un mec en colère, il faudra que je me souvienne de ça. On passe notre temps à se regarder. Voilà, il y a un truc. Voilà, donc si vous voulez, nous, on est des éponges, ça c'est vrai, parce qu'on va s'inspirer de tous les gens. Il y a un mec qui a un tic un peu marrant, on va s'en servir. Je me souviens d'avoir coaché David Brécourt dans Nos plus belles vacances, qui jouait l'idiot du village, en disant, celui que j'ai rencontré, il parlait avec les yeux comme ça tout le temps. Voilà. Et je lui essaye de faire ça, comme ça, tout le temps. Et c'est vrai que ça donne un truc inquiétant tout de suite. Voilà, donc tu joues un débile, tu fais je suis très content de te voir. Voilà, tout de suite ça marche. Donc en fait, mais ça, c'est la différence superficielle. Mais la différence fondamentale, d'aller voir un mec qui travaille le bois, un paysan, un mec qui vous parle de son truc, mais souvent on prend une tarte gauche-droite, on rentre le soir, on dit on a passé une super journée. Et la vie n'est faite que de ça et que pour ça. Aller chercher les autres. Voilà. Et aujourd'hui, on a tendance à dire non, vit avec des mecs. Il n'y a rien de plus chiant que de passer une soirée avec des mecs qui sont d'accord avec toi. C'est chiant. On a tous la même vie, on va se parler. Moi, je déteste, par exemple, passer une soirée qu'avec des acteurs. De temps en temps, c'est bien. Mais on va se dire, bon, de quoi on va se parler? Des trucs qu'on connaît. Je préfère avoir des gens qui ne sont pas d'accord. Le mec qui n'est pas d'accord va m'emmener un argument. Je me dis, là, il a raison, je vais peut-être changer d'avis. C'est merveilleux, quelqu'un qui vous fait changer d'avis. Ou quelqu'un qui vous fait voir la vie autrement. Je suis pas d'accord. Fallait qu'il voir, il a dit ça y est, c'est pas d'accord. Bon, en tout cas, c'était très intéressant, messieurs, et c'était une belle... on se retrouvera ce soir de toute façon sur la scène, mais je trouve que c'est une belle leçon de vie, là, parce que l'amitié, c'est important, la vie est essentielle, ça, il faut le retenir. De se rencontrer. Et moi, je vais recommander, aller sur Internet, essayer de trouver un film qui s'appelle Apocalypse Note. N-O-T-E, de musique. C'est un gars qui s'appelle Pierre... j'ai reçu le court-métrage. Ça a l'air sympa, merci Patrick. Non, attends. Voilà, Pierre Gaffier. Pierre Gaffier, si jamais vous le connaissez. C'est un court-métrage. Le pitch est très simple. Le mec va déposer un morceau de musique à la SACEM, et au moment où on le dépose, paf, l'ordinateur dit 1%. Il ne reste plus que 1% de dépôt possible. Ça paraît con, mais aujourd'hui, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Avec tout ça, les combinaisons de notes pour faire des morceaux sont déjà pratiquement toutes utilisées depuis le temps. Ce qui fait qu'il ne reste plus, et le pitch de son film, c'est il ne reste plus que 1%. À qui on donne ça? À des gens qui sont des compositeurs chevronnés qui sont connus, ou à des jeunes qui ont démarré, parce qu'il ne reste plus, ça va être impossible de protéger. Je trouve ça marrant. Je vous recommande. Apocalypse Note, regardez-le, ça dure 8 minutes, et c'est bluffant. Le mec pose un vrai problème, après j'étais voir moi si effectivement à la SACEM, un jour il y aura un problème. Parce que... Supposément, mais il y a des millions. C'est Quincy Jones, le plus grand producteur du monde, qui dit tous les morceaux de musique depuis Mozart. Non, c'est 12 notes, on le sait. C'est 12 notes, c'est la combinaison de 12 notes. Mais ça fait encore de beaux jours, normalement. Bon, a priori, en tout cas, j'ai trouvé le thème sympa, parce que si ça m'a fait réfléchir. Du coup, j'étais voir, moi, si effectivement, là, ça sème le jour. Et c'était rigolo, voilà. Je donne Pierre Gaffier, Apocalypse Note. On note. Merci pour ton accueil. Merci à vous. Merci à vous. Merci.